Très bien, on va pouvoir commencer la séance. Je vous remercie d'être présent pour cette dernière séance du webinaire Histoire du droit 2.0. Donc, cette troisième saison s'arrête et se termine sur une nouvelle façon de pratiquer l'histoire du droit, en tout cas de diffuser l'histoire du droit, puisqu'on va s'intéresser ce soir, grâce à nos deux intervenants, à la question du podcast plus spécifiquement en histoire du droit. Avec nous, et je les remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Paul Chauvin-Madera et Monsieur Terence Carvalho. Donc, je vais vous présenter brièvement. On aura donc ce temps où chacun, vous allez pouvoir présenter le podcast que vous avez porté. Et puis, il y aura, comme pour chaque séance, un moment d'échange, de questions, qui, j'espère, donnera lieu à de riches discussions. Je propose qu'on débute par Monsieur Chauvin-Madera. Donc, Monsieur Madera, vous êtes maître de conférence à Paris 13 actuellement, spécialiste d'histoire du droit des institutions et en particulier du domaine militaire. Avant de mentionner le podcast qui nous intéresse pour cette séance, vous avez porté aussi d'autres initiatives qui mêlent la question de la médiation, en tout cas une autre façon d'aborder les connaissances et plus spécifiquement les connaissances d'histoire du droit. Je mentionnerai en ce sens le Ciné-Juris que vous portez depuis 2023, où il y a environ une dizaine de séances avec des films assez divers et variés, présumés coupables, mais aussi le Bureau des légendes, où vous invitez à chaque fois un spécialiste à venir envisager les éléments du droit, des sciences politiques, bref, plein d'éléments, de riches éléments qui peuvent être présents dans ce matériau audiovisuel. Je mentionnerai également le site Histoire et droit militaire, donc qui est un site de bibliographie qui donc spécialisé évidemment du droit militaire, un outil tout à fait intéressant pour qui est spécialiste du domaine militaire. Mais aujourd'hui, c'est un autre projet qui va nous intéresser. C'est le podcast Les lois de l'histoire que vous développez depuis environ 3 ans, si je ne m'abuse, avec 25 épisodes, il me semble, à votre actif, où vous allez nous en parler, vous invitez des jeunes docteurs à venir présenter leur travail de thèse, jeunes docteurs en histoire du droit plus spécifiquement. Avant de vous donner la parole, je présente notre second intervenant, non des moindres, pour vous laisser après toute la place à l'un et à l'autre. Vous êtes, Monsieur Terence Carvalho, agrégé d'histoire du droit depuis 2020, spécialiste d'histoire du droit de la pensée politique, juridique et économique, avec une spécialité concernant les physiocrates. Vous avez développé aussi une chaîne YouTube où vous proposez des brèves de cours, en tout cas des connaissances, un autre format de connaissances en histoire du droit. Et puis, et c'est peut-être plus spécifiquement pour cela que vos initiatives nous intéressent, vous avez aussi développé un podcast sur les grandes lois du droit de l'environnement, en collaboration, en tout cas en faisant participer les masterants du master d'histoire du droit de Nantes, donc avec la présentation de 8 lois spécifiques. Et là aussi, on sera très curieuse et très curieux de pouvoir vous entendre sur ce sujet. J'en profite avant de laisser la parole à Monsieur Chauvin-Madera, pour mentionner l'initiative aussi d'une autre collègue, Madame Gwenaëlle Calmin, qui porte cette fois-ci sur Instagram des petites présentation de cours, en tout cas de connaissances en histoire du droit, qui s'appelle Les secrets de Thémis, donc pour montrer aussi toute la diversité des façons de présenter les connaissances en histoire du droit, et donc finalement le caractère vivant de cette discipline et des façons de présenter les connaissances. Monsieur Chauvin-Madera, nous vous écoutons, et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, à moi de vous remercier de me donner l'occasion de présenter mon podcast. Ce que je ferai dans une très courte intro, avant de parler de 3 choses, en gros le passé, le présent, le futur, la genèse, les contraintes et puis la postérité, j'espère longue, et les critiques en même temps contre le podcast. La définition d'abord, il s'agit d'un podcast qui prend la forme d'une interview d'environ 45-50 minutes, d'interview d'un jeune ou d'une jeune docteur en histoire du droit, effectivement, qui a soutenu sa thèse récemment, entre 1 et 2 ans avant l'émission, et d'essayer de faire ça sous la forme d'un échange dynamique
didactique surtout, le plus clair, le plus vulgarisant possible, et puis autant que possible drôle, même si j'essaye de me canaliser pour ne pas tomber dans le ridicule. La genèse de ce podcast dans un premier temps. Alors pourquoi et comment ce podcast? Pourquoi? Il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de donner une vitrine, une plateforme aux jeunes historiens du droit, qui étaient assez un peu trop dans l'ombre à mon goût, alors que leurs travaux sont passionnants et assez nombreux. Et puis, d'un autre côté, c'était de permettre aux collègues, aux curieux, aux étudiants, aux praticiens, à tous ceux qui le voulaient, d'avoir un accès à la connaissance en histoire du droit, en sachant que le podcast, pour répondre à ces deux fins, me semble le meilleur outil, puisque c'est gratuit, c'est accessible partout et tout le temps, c'est accessible surtout en faisant autre chose. En conduisant, en faisant le ménage, en faisant son sport, et ça c'est de l'expérience vécue ou rapportée par des auditeurs. Alors que c'est vrai qu'il y a une production scientifique qui ne fait que croître, y compris dans notre discipline. C'est très difficile de se tenir au courant, de prendre le temps de lire les derniers numéros des revues, les dernières thèses, etc. Là, on peut ainsi consommer cette connaissance d'une autre façon. Toujours dans la genèse, les étapes, il y en a 3, avec le désir, la faisabilité et après la réalisation de ce podcast. Le désir, l'envie de faire ce podcast, en fait, est né de 2 événements. Et le premier, c'était en 2018, une rencontre avec Emmanuel Laurentin, que certains connaissent peut-être, puisqu'il avait une émission d'histoire sur France Culture. Ça s'appelait La Fabrique de l'Histoire. Et en fait, je le rencontre en 2018. Il m'avait dit, promis de m'inviter, mais il n'a pas fait à son émission. Et en fait, émission qui a d'ailleurs fermé juste après. Alors, je sais pas si c'est à cause de moi. Je lui ai porté malheur. Et en gros, ça a créé chez moi évidemment une frustration. Je vais pas le cacher. Et en même temps, la petite idée que pourquoi pas, on aurait le droit nous aussi d'aller, en plus des historiens des lettres qui ont une hégémonie, d'aller sur les plateaux. Et la deuxième occasion qui a été à l'origine de l'idée du podcast, c'est un an plus tard, en 2019, et j'ai assisté dans les coulisses à une autre émission de France Culture, c'était Culture Monde, et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que la fluidité des échanges, la qualité du son était merveilleuse, et donc ça m'a donné envie de le faire. Après, deuxième étape, la faisabilité. Là, c'est plutôt en 2020-2021. Il y a eu trois éléments qui m'ont donné l'impression que c'était faisable. D'abord, j'ai 2 amis en sciences politiques. C'est Emmanuel Taïeb, qui est à Sciences Po Lyon, et Marie Clouy, qui était à Grenoble et après qui est passée à Lyon, qui ont fait ça et qui m'ont dit qu'en fait, techniquement, c'était très facile. Mais à l'époque, j'étais maître de conférence à Tours. Et en fait, c'était trop compliqué en étant turbo-prof de faire ça. Mais il se trouve que j'ai été muté à Paris 13, donc pas très loin de chez moi, puisque j'habite dans le 77, à Meaux. Et là, ça devenait géographiquement faisable. Et le troisième élément qui a rendu ça faisable, c'est que je me suis rendu compte par hasard, à Paris 13, qu'il y avait déjà un podcast qui était fait dans une quinzaine de minutes par des collègues à destination des étudiants pour leur présenter le Crous, les bourses, la bibliothèque, etc. Mais quelque chose pour autant de très propre, comme on dit dans le milieu, avec un son vraiment très net, assez suivi par les étudiants, et avec surtout fait avec les moyens du bord, dans les locaux, avec des gens du cru. Et donc je me suis dit que ça allait être possible de le faire aussi. Et donc d'où après la troisième étape, il a fallu que je me lance. Et donc je suis d'abord allé voir le service communication de l'université, le service central, pour savoir qui est-ce qu'il fallait aller voir. Ils m'ont très bien accueilli et orienté vers mon fidèle monteur Pierre Damet, que je salue si jamais il est là, ou qui sera salué plus tard quand il verra l'émission, qui m'a aidé en fait à tout faire, parce que techniquement c'était impossible pour moi, et en plus je voulais pas le faire, je voulais vraiment me limiter à l'aspect scientifique. Et puis je suis allé voir le labo pour savoir s'ils étaient prêts à me financer. Et là aussi, je remercie Marine Tell, une internationaliste, mais qui ne méprise pas l'histoire du droit, qui a accepté de me financer. Et après, en gros, entre le premier épisode qui était en janvier 2023 et ces idées, tout s'est fait entre septembre 2022 et janvier 2023, c'est-à-dire il a fallu ciseler le projet, le nom, le générique, les plateformes,
la durée, le titre, etc. Donc ça, c'était la genèse. Après, donc, dans un deuxième temps, les moyens. En gros, il y en a 4. Les moyens humains, d'abord, il y a le monteur, Pierre Damet, qui était un peu apparemment un ancien caméraman, qui faisait des documentaires, qui a été recruté à l'université, qui est un peu notre homme à tout faire de l'audiovisuel. Alors, toutes les universités n'en ont peut-être pas. Hein. Par exemple, je ne sais pas s'il y a ça, s'il y en a qui sont très spécialisés en droit, mais peut-être que si. Mais sinon, en général, lui, il est spécialement rattaché à l'IUT, donc je pense que dans n'importe quelle université, on peut en avoir. Et il y a aussi une graphiste, Élise Le Gouic-Martin, que je remercie, parce qu'elle s'occupe de toutes les pastilles, de toute la mise en forme des photos. Après, au niveau financier, j'en parlais, alors il y a un budget, mais il n'est pas énorme. En gros, c'est 500 € par an, comprenant l'impression de la thèse. Au début, je demandais aux invités de m'envoyer la thèse, mais c'est trop compliqué, ça prenait trop de temps, donc je le fais imprimer. Les billets de train, éventuellement un hôtel s'ils sont loin, le repas, et puis bon, pour l'anecdote, une amende, hein, puisque pour le premier épisode, on n'avait pas pris les bons billets, et donc la police nous a mis une amende, elle qui est là une fois par an sur la ligne H, on a eu une amende ce jour-là, évidemment, ce n'est pas l'invité qui l'a payé. Bon, cela étant, il y a des coûts un peu invisibles, puisque Pierre Damet, le monteur, qui fait un travail énorme, c'est compris dans son salaire, en fait, dans sa fiche de poste, on pourrait dire, même si c'est un peu flou, mais ça aurait un coût sinon, mais qui là passe inaperçu. Moyens techniques, il y a un studio, mais qui est très simple, 2 micros et puis une sorte de console, et puis un logiciel de montage, mais là, c'est lui, en fait, qui gère tout. Je sais que certains, et c'est peut-être le cas de Terence, s'occupent aussi de l'aspect technique, c'est pas impossible à faire, mais moi, vraiment, je voulais pas faire ça. Et puis le dernier moyen, c'est le temps, en fait. C'est ça le gros problème. En gros, il me faut entre 20 et 30 heures pour faire un épisode, parce que il y a la lecture de la thèse d'abord, c'est une grosse dizaine d'heures, en fait, que j'essaie vraiment de le faire bien. Et puis après, en amont, il y avait déjà le choix des invités, le recensement des thèses, l'appel des invités, leur présenter l'émission. Donc après, lecture de la thèse, rédaction des questions, avec tout un tas d'indications pour les aider à voir de quoi je veux parler. La rédaction aussi de toute l'accroche, avec éventuellement des sons qui viennent agrémenter tout ça. L'enregistrement lui-même, le montage, où là, il faut quand même vérifier, éliminer telle ou telle scorie, des bruits de porte, de mouches, une fois il y avait eu, des choses comme ça. Et puis la publicité, d'où le fait qu'en gros, même si j'aimerais en faire beaucoup plus, je fais que 6 épisodes en fait par an. J'avais essayé de monter à 9 à un moment donné, mais j'y arrivais plus en fait. Donc je suis redescendu à 6, un tous les 2 mois en gros. Enfin, donc dans le futur, et puis dans les critiques, l'évaluation, les points positifs, les réussites, et après peut-être le négatif. Les positifs, c'est que les auditeurs sont plus nombreux que ce que j'espérais. En gros, toutes plateformes confondues, on est entre peut-être 500 et 1500 auditeurs par épisode. Ce qui me paraissait beaucoup, mais en fait, je suis extrêmement envieux de Terence, qu'on a beaucoup plus. Je ne parle même pas de ma femme qui a fait un truc en droit des étrangers où elle était en 3 jours à 50 000. Mais bon, je suis content de ce que j'ai, moi. Et surtout, les auditeurs sont assez fidèles. Quand ils n'abandonnent pas tout de suite, après, en général, ils restent. Et surtout très divers. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des collègues, mais de toutes disciplines, des étudiants, et puis des monsieur tout le monde, des gens curieux. Et en gros, il y a un peu l'idée d'université populaire que je voulais faire et que je suis content d'arriver un peu à faire. Donc ça, c'est le premier point positif. Le deuxième, c'est que les invités, eux aussi, sont heureux de le faire, et puis après, en général, du résultat, de forcer leurs proches à connaître leur thèse, parce qu'en fait, en général, ils les lisent pas, et puis ils dorment à moitié pendant la soutenance. Et puis moi, je suis content aussi, j'apprends plein de trucs, je me tiens au courant de l'actualité de la recherche, je rencontre des collègues, en général, très sympas, et puis je m'amuse un peu quand même à faire ça. Après, c'est vrai que j'aimerais bien alors, augmenter le nombre de l'émission, non, mais peut-être attirer un peu plus de chaland. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'une collègue qui faisait des choses sur Instagram. Je sais qu'il y en a un autre aussi, je crois que c'est le Glossateur 2.0 sur Instagram.
Et c'est vrai que moi, j'ose pas encore aller là-dessus. J'ai très peur de tomber dans le vieux qui essaie de faire jeune et qui marche pas du tout. Mais il veut me forcer à faire un truc comme ça. Et pourquoi pas faire des choses plus courtes pour essayer d'attirer un autre public vers ça. Parce qu'effectivement, c'est un peu sur les côtés négatifs cette fois. Alors, en amont, dans la préparation, il n'y a rien de négatif, tout se passe très bien. Pendant l'enregistrement, le seul risque, la seule difficulté, c'est d'arriver à rassurer, à canaliser les invités qui sont... Alors moi, on m'avait parlé parfois, notamment Emmanuel Taïeb, qui avait une émission de radio, d'invités qui parlent pas. Moi, j'ai pas ça. C'est plutôt des invités qui auraient tendance à trop parler. Donc, il faut que je les canalise. Et surtout que je leur dis, à la différence d'un colloque, de ne pas chercher à avoir des réponses ultra pointues, en parlant de toutes les exceptions. Ce qu'il faut, c'est le principe, 3 idées, donner envie d'aller voir la thèse. Autant que possible, ne pas avoir de papier. Et c'est ça, en fait, qui est difficile. Les rassurer, leur dire que tout va bien se passer. Mais ce qui est super en même temps, c'est que même ceux qui sont très inquiets, avec le temps, je le vois entre le début de l'émission et la fin, ils se lâchent et le résultat est beaucoup mieux. Et eux-mêmes, en fait, sont très heureux de pouvoir faire ça. Donc, c'est la seule contrainte peut-être pendant. Et puis après, non, la seule limite et éventuellement voilà, la perspective d'avenir, c'est de dépasser un peu ce plafond de verre pour aller concurrencer Terence et avoir autant d'auditeurs que lui sans prendre beaucoup plus de temps. Voilà ce que je pouvais vous dire en tendant la perche à mon collègue. Merci beaucoup, monsieur Chauvin. En effet, on va le voir avec l'autre format qui est proposé. Il y a vraiment un enjeu sur la question du temps des vidéos, du temps de format qui a vraiment une énorme conséquence sur réussir à capter un auditoire. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je rebondis, c'est aussi une question de communication ou de publicité. Et d'ailleurs, l'une des vidéos de M. Carvalho sur Propaganda trouve toute sa place dans ces questions aussi de comment on arrive à saisir, alors non pas influencer la foule, parce que là, ça n'est pas le sujet, mais quand même à capter un peu d'intérêt de tout un chacun. On va passer donc au deuxième format qui est un peu différent. Et je laisse M. Carvalho nous en dire un petit peu plus. Merci déjà beaucoup pour votre invitation. Puis je suis très heureux de parler après Paul, dont j'écoute assidûment les émissions. Alors je vais vous parler tout simplement de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que à l'origine, il y a une intuition, c'est-à-dire que nos contenus, nos cours, par exemple, d'histoire du droit et des idées politiques, peuvent intéresser bien au-delà de l'amphithéâtre. J'avais des étudiants, par exemple, c'est sans doute le cas pour vous, qui venaient me voir en me disant qu'ils parlaient de mes cours avec des amis, que les cours pouvaient circuler avec de la famille, etc. Que ça pouvait alimenter des conversations. Et puis, il y a un autre point, c'est plutôt un constat, c'est que la génération de nos étudiants est beaucoup moins une génération de l'écrit, mais davantage une génération de l'image ou de l'audiovisuel. Je vois par exemple, en tout cas dans les universités où j'ai pu travailler, que les manuels ont beaucoup moins d'importance pour eux que dans le passé, malheureusement. Ils fréquentent moins les bibliothèques. Ils ont tout simplement moins le réflexe d'aller vers des livres que d'aller les chercher directement sur Internet, de regarder des vidéos ou d'écouter des podcasts. Donc déjà, dans mes enseignements, j'avais revu beaucoup de choses, justement d'un point de vue pédagogique, pour plus recourir à des images ou à des sons. Et j'ai eu aussi donc, cette volonté de m'adresser au plus grand nombre, pas seulement aux étudiants inscrits au cours, mais de parler à un public plus large, parce que je pense que, j'y reviendrai, ça permet aussi de donner une autre image de notre matière, de l'histoire du droit. Dès lors, je vais vraiment m'intéresser, exposer mon expérience personnelle, parce que je suis venu en fait à mettre des vidéos en ligne ou à faire un podcast de façon très progressive. Alors d'abord, il y a eu un projet pédagogique, c'est-à-dire que nous avons la chance à Nantes d'avoir un Master 1 et un Master 2 Histoire du droit qui est très dynamique. Et il y a des séances de méthodologie. Et plutôt que de leur faire des exercices traditionnels, je leur ai proposé, il y a 2 ans, qu'on fasse une série de petites capsules vidéo pour YouTube qui devaient faire moins de 3 minutes
afin de rentrer dans le format short. Bien sûr, ils étaient assez effrayés par ce projet, surtout à l'idée de pouvoir montrer leur visage, ce que, bien sûr, je n'ai pas du tout exigé. Et on est parti vraiment d'un point de vue collectif sur l'idée qu'on va créer une petite série, une mini-série. On a retenu comme thème les grandes lois du droit de l'environnement, et chaque capsule devait aborder un grand texte, de l'ordonnance de Louis XIV sur les eaux et forêts jusqu'à la charte de l'environnement de 2004. Ça a été pour moi un travail important parce que ça a été vraiment 10 heures d'accompagnement de chaque groupe, parce qu'il fallait valider les images, valider les textes, qu'ils fassent l'enregistrement des textes, le montage. Enfin voilà, j'ai beaucoup appris. Eux aussi ont beaucoup appris. Finalement, ils ont vraiment apprécié, je crois, ce projet. J'ai eu des retours très très positifs. Et ils étaient très contents et très valorisés de voir que ce n'était pas un simple exercice universitaire, une énième dissertation, un énième exposé, mais qu'il y avait un résultat concret, qu'il y avait donc des vidéos courtes en ligne et qui pouvaient être visionnées. Donc ça, c'était pour moi, comment dire, une première marche, parce que vraiment, c'était pas du tout quelque chose que je maîtrisais. Et puis, vu que ça s'est bien passé, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant, et là c'était aussi une suggestion de certains de mes étudiants, de filmer un de mes cours et de le mettre en ligne. Alors, quelques mots d'abord sur le contexte de ce deuxième projet, en quelque sorte. J'ai retenu un cours qui me semblait facile, on va dire, pour intéresser plus de monde, c'est-à-dire le cours d'histoire des idées politiques que j'ai en licence 3 à la faculté de droit de Nantes. Et le programme est très, très large, puisque ça va de l'Antiquité à nos jours. C'est un cours qui, déjà, physiquement, rencontre un grand succès, puisqu'il y a entre 250 et 300 étudiants. Mais c'est un cours magistral, et j'ai fait le choix de le filmer et de le mettre à disposition. Alors ça, c'est une initiative pédagogique que j'ai réalisée à partir de janvier 2025, et j'ai pu mettre en ligne progressivement les vidéos à partir de mars 2025. Ça a duré en fait 1 an pour mettre en ligne l'intégralité du cours. Alors c'est d'abord une initiative personnelle et, disons-le, relativement artisanale. Ce n'est pas un dispositif institutionnel très lourd. J'ai mené ce projet sans aide importante de l'université. L'université a juste mis à disposition une caméra. Voilà. Et pour le reste, c'est moi qui ai dû gérer la captation, le montage, l'export des vidéos, la mise en ligne, la création des miniatures, la gestion de la chaîne, les titres, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui demandent du temps et qui demandent un apprentissage technique. J'ai pu bénéficier quand même de l'aide d'un de mes doctorants, que je tiens vraiment à remercier grandement, Nicolas Comroch, qui a réalisé la captation des vidéos, parce que je ne pouvais pas être au fond de l'amphi et donner cours. C'était quand même pas possible. J'ai bénéficié donc de ces conseils qui ont été précieux. Et puis, voilà, il m'a aussi expliqué, grâce à son frère qui avait déjà une chaîne YouTube, l'importance des miniatures, l'importance du son, comment mettre en ligne, comment rendre le contenu plus lisible. Et donc, avant même qu'il y ait une médiation scientifique ou pédagogique, il y a déjà eu une médiation technique pour savoir comment enregistrer, monter, publier, etc. Alors, j'ai fait face à des difficultés concrètes dans ce projet, puisque déjà, en tant qu'universitaire, nous ne sommes absolument pas formés à cela. Et donc, j'ai appris sur le tas, progressivement. Mais j'ai beaucoup apprécié, c'était très, très enrichissant. J'ai appris que le contenu, le fond, bien sûr, est essentiel, mais il ne suffit pas non plus, puisque sur YouTube ou en podcast, la forme compte énormément. Si le son est mauvais, là, on est sûr qu'on ne sera jamais écouté, donc il faut vraiment avoir un son de bonne qualité. Il y a aussi la question du rythme. Alors, la particularité de cette mise en ligne, c'est que moi, je donnais des séances de cours de 3 heures. Et ces séances de cours de 3 heures sont ensuite redivisées en capsules thématiques concernant un auteur ou un courant. Mais en fait, je me filmais pendant 3 heures et ensuite, il y avait une subdivision. Alors,
Pourquoi ce choix? Parce que déjà, mettre en ligne un cours de 3 heures, c'est totalement indigeste, évidemment, hein, donc c'était sûr que je ne pouvais pas faire ça. Et j'ai remarqué que le format idéal, c'était quand même des formats entre 20 et 40 minutes pour conserver l'attention des spectateurs. Alors déjà, qu'est-ce que cela change pédagogiquement? Ça m'a permis de proposer à mes étudiants de revoir des passages précis du cours. Là, cette année, j'ai pu vraiment en bénéficier. Ils peuvent reprendre une explication difficile. Ils peuvent réécouter des points du cours pour les révisions. Ça aide particulièrement les étudiants fragiles, les étudiants qui prennent difficilement des notes, ceux qui ont besoin d'entendre plusieurs fois une idée, et ça leur permet vraiment de travailler à leur rythme. Du point de vue des résultats, j'ai été très agréablement surpris. J'ai eu à peu près une augmentation de 30% de réussite à l'examen dans cette matière, sans changer quoi que ce soit au contenu ni aux modalités de l'épreuve. Donc ça a été très bien accueilli par les étudiants, et j'ai vraiment eu l'impression, car ça pouvait être bien sûr ma crainte, que la vidéo ne remplaçait pas le cours, mais au contraire plutôt le prolongeait. La mise en ligne du cours n'a absolument pas vidé mon amphi. Justement, cette année, c'était un peu le test. Est-ce que les étudiants vont venir, sachant qu'ils peuvent trouver facilement ce que je vais leur dire, bien que, bien sûr, mon cours, je le fais évoluer. Hein. Mais ce n'était absolument pas le cas. Les étudiants étaient au rendez-vous. Et donc, je n'ai absolument pas eu le sentiment que la vidéo dévalorisait le cours en présence. Au contraire, elle lui donnait en quelque sorte une seconde vie. Alors, il y a toutefois des limites à ce projet, puisque faire cours devant 300 étudiants tout en étant filmé, ce n'est pas forcément naturel. En amphithéâtre, vous savez très bien, chers collègues, on peut répéter 2 fois, 3 fois la même idée, on peut avoir une digression, on peut reformuler en voyant les réactions des étudiants, mais en vidéo, ces répétitions ou des hésitations se voient davantage et vraiment peuvent nuire à la qualité après de la vidéo. Il y a donc une tension entre la logique vivante du cours en amphithéâtre et la logique plus ramassée, plus fluide, plus attendue par une vidéo. Donc on enseigne pas exactement de la même manière aussi, quand on sait que le cours sera regardé ensuite. Ça pousse aussi à clarifier, à structurer, à mieux formuler. Toute erreur ou approximation risque de rester définitivement, donc je vous avoue que ça met un peu aussi la pression sur l'exactitude de tout ce qu'on peut dire, mais c'est quand même une expérience que j'ai trouvée intéressante, que je ne pourrais pas mettre en œuvre sur tous mes cours en même temps, parce que c'est vraiment un travail très conséquent, et voilà, c'est vraiment un format qui est assez particulier. Et c'est pour ça que, après avoir mis intégralement ce cours en ligne, j'ai voulu expérimenter un autre format qui est un format essentiellement podcast. Alors pourquoi passer à un podcast? Là, c'est vraiment très très récent. Hein. Le cours filmé garde les contraintes du cours, donc avec une certaine durée, une certaine progression pédagogique, un certain programme universitaire, la présence des étudiants, qui peuvent aussi parfois tousser, qui peuvent avoir des réactions humaines, bien évidemment, mais on n'est pas tout à fait dans ce qui peut être attendu et recherché par les spectateurs d'une vidéo ou d'un podcast. Le podcast permet un format plus libre, à mon sens, plus approfondi, plus adapté à des sujets complexes. Hein. Paul le sait très bien et vient de le dire parfaitement. Et c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Alors, j'ai lancé cette initiative il y a tout juste 1 mois et demi, donc c'est tout récent, hein, vraiment, je ne peux pas vraiment tirer des conclusions sur la longue durée, évidemment. J'ai appelé ce podcast « Pouvoir » au pluriel, parce que je voulais un titre qui parle à tous et qui est suffisamment attractif pour intéresser un public d'étudiants, mais aussi un public de curieux, parce que ce qui m'a beaucoup surpris, je vais vous en parler aussi tout à l'heure lorsque je parlerai des résultats, c'est que, en fait, le public qui s'est intéressé à mes vidéos a très vite été beaucoup plus large que ce que j'imaginais. Et donc, j'ai constaté qu'il y avait une attente, mais une attente pas pour simplement des contenus liés à l'histoire du droit ou de la pensée politique, mais aussi à des contenus universitaires, en fait, voilà, tout simplement.
comme ça peut beaucoup se faire à l'étranger, dans le monde anglo-saxon, énormément de nos collègues mettent des cours en ligne, et c'est beaucoup plus rare, étonnamment, en France. Alors, j'ai voulu un thème donc assez central pour aborder donc, des sujets multiples, et notamment axés sur l'histoire de la pensée politique, juridique, plus tard aussi, pourquoi pas, sur les grands procès, sur la construction des institutions, sur la reconnaissance des droits subjectifs. Chaque épisode propose un approfondissement d'un auteur ou d'un thème, et je me fixe comme objectif d'avoir un épisode d'environ 30 à 40 minutes, avec un format qui est là plus narratif, plus construit et plus adapté à YouTube ou aux plateformes audio. Et donc là, j'ai décidé aussi d'élargir à l'ensemble des plateformes d'écoute. Alors déjà, quelles sont les différences avec le cours ? Le cours est lié à un enseignement universitaire, et là, le podcast est lié à une question intellectuelle beaucoup plus large. Le cours transmet une matière, est validé par un examen, alors que le podcast construit une entrée, en fait, dans un univers intellectuel plus large, qui est par exemple l'histoire de la pensée politique. J'ai commencé volontairement par des auteurs relativement connus, parce que mon but, c'est en fait de capter un auditoire par des grandes figures, pour après les amener dans un second temps, je pense d'ici quelques mois, vers des auteurs plus juridiques, plus techniques, et forcément, évidemment, beaucoup moins connus. Donc j'ai commencé par exemple par Michel Foucault, par Walter Lippmann, Bernays, des auteurs que j'avais rencontrés dans des recherches récentes que j'ai menées sur le concept d'influence, Gustave Le Bon, Antonio Gramsci, que j'ai publié à peine lundi, c'est très frais tout ça. Et puis je compte aussi parler de Hannah Arendt, par exemple, Max Weber, en faire une dizaine avec des grandes figures pour après aller vers des auteurs plus confidentiels ou des thèmes de recherche qui sont beaucoup moins connus. Ces noms servent donc de porte d'entrée pour attirer un public plus large. Et j'aimerais par exemple faire un épisode ensuite sur Savigny, sur Jhering, sur des grandes figures de la pensée juridique. Alors, ma stratégie est donc de partir d'auteurs identifiables, de poser quelques questions fortes, de raconter une trajectoire biographique, parler un peu des œuvres, de différents problèmes, et puis ouvrir vers des notions plus larges, plus complexes. La différence, par exemple, chez Foucault entre la loi et la norme, l'hégémonie culturelle pour Gramsci, la propagande pour Bernays, toutes les questions d'opinion publique, de fabrique du consentement politique chez Lippmann, donc des questions liées à la légitimité, à la domination, à l'obéissance. Mon idée, c'est que le podcast permette de faire entrer le public dans la complexité par une porte assez simple et accessible. Alors, ça représente beaucoup de travail, ça représente évidemment beaucoup de temps d'écriture déjà. Je n'ai pas quantifié le temps que je mets à ça, mais ça va que ça me plaît, parce que évidemment, c'est un travail considérable. Le temps d'enregistrement, de montage, là encore, c'est moi qui fais ce montage, de création éventuellement des miniatures, de mise en ligne, de diffusion, etc. Donc c'est un travail important qui s'ajoute à mes activités, évidemment, universitaires classiques, que sont les enseignements, la recherche, l'encadrement des étudiants, des doctorants, les colloques, les publications, et puis des responsabilités administratives en tant que vice-doyen ici à Nantes et co-directeur de master. Donc la difficulté, c'est pas seulement de produire un épisode, c'est aussi de produire un épisode assez régulièrement, tout en continuant à faire le reste de son métier d'universitaire sans que ce soit trop difficile à tenir, parce que j'ai envie que le projet puisse s'inscrire dans la durée. Donc il y a plusieurs risques, le risque de dispersion déjà, cette médiation scientifique prend beaucoup de place, et puis peut aussi empiéter sur la recherche, ce qui n'est vraiment pas mon souhait. Risque de simplification. Je souhaite rendre des auteurs, des œuvres, des problématiques accessibles, sans les déformer, sans céder à des logiques de buzz. C'est ça, je pense aussi, un des enjeux sur YouTube, par exemple, c'est de fournir un contenu de qualité, là où il y a maintenant des milliers de chaînes faites par IA qui vont raconter n'importe quoi. Ne pas choisir aussi des sujets qui sont simplement les plus vendeurs, pour garder une exigence scientifique. C'est vraiment ce que
que je souhaite. Ça fait partie vraiment de mes objectifs. Alors, il y a aussi les logiques de plateforme. YouTube et les plateformes ont leur propre code avec voilà, des titres plus ou moins efficaces, des miniatures, la régularité. Tout ça est géré par des algorithmes. C'est très, très, très difficile à comprendre. Mais il faut quand même voilà, essayer de les utiliser sans devenir prisonnier de ces plateformes. Et donc, le défi est d'utiliser ces outils sans laisser les plateformes décider entièrement ce que nous devons transmettre. Alors, pourquoi, selon moi, le format podcast peut servir à l'histoire du droit? Déjà, Paul l'a très bien dit, parce qu'il y a une médiation scientifique qui permet de rendre accessibles des savoirs habituellement confinés à des cours universitaires, à des articles spécialisés, à des colloques, à des thèses, que fait parfaitement Paul, à des ouvrages, mais aussi donner envie d'aller plus loin. Parce que moi, par exemple, mes vidéos n'ont pas du tout la prétention de clore un sujet. Absolument pas. Pour moi, c'est une introduction, une invitation à aller lire un auteur, à aller s'intéresser à un sujet. C'est vraiment donner envie d'aller plus loin en faisant découvrir des penseurs, des notions. Deuxième intérêt, selon moi, on parle à un grand public. Et l'histoire du droit et des idées politiques intéresse, d'après moi, potentiellement un public beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. Elle est rarement présentée comme telle, malheureusement. On est parfois présenté comme une discipline érudite, qui est réservée à quelques spécialistes, etc. Alors que ce type d'expérience montre qu'il y a vraiment un intérêt. Finalement, on s'intéresse, nous, en tant qu'historiens du droit, à des thèmes qui sont vraiment très, très parlants pour une grande partie de la société. On s'intéresse à la justice, on s'intéresse à la souveraineté, à l'État, à la démocratie, à la loi. Enfin, vraiment, ce sont des sujets qui sont au cœur, en fait, des questions politiques, juridiques ou de citoyenneté, tout simplement. Ça permet, je l'ai déjà un petit peu dit, voilà, de dépoussiérer quand même l'image de la discipline, montrer que que l'histoire du droit éclaire aussi des débats contemporains, donne de la profondeur, que nos évidences contemporaines ne sont pas du tout naturelles, elles sont le fruit d'une histoire. Et pour moi, j'envisage ça comme un outil supplémentaire. YouTube et le podcast n'ont absolument pas vocation à remplacer ni le cours, ni le livre, ni l'article scientifique, ni le colloque, ni le séminaire, absolument pas. Ils ajoutent une strate de diffusion. Comme l'a dit Paul tout à l'heure, ils permettent une autre présence de la discipline. Un podcast s'écoute en effet dans les transports, en voiture, en faisant du sport, etc. C'est un support qui est adapté à d'autres moments de la vie. Voilà. Et je pense que c'est important de pouvoir investir ce domaine. Alors, quelques chiffres au nom du bilan et des perspectives, on va dire. Quelques chiffres, alors ça reste récent. Moi, j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a 1 an et 3 mois. La chaîne a gagné 6000 abonnés. J'ai cumulé 300 000 vues et 40 000 heures de visionnage. Ça m'a quand même beaucoup surpris parce que c'était qu'un cours de L3 en fait. Voilà. Au début, je pensais que il y aurait une centaine de personnes maximum. Bon, donc j'ai été très, très agréablement surpris. Le podcast Pouvoir, donc le premier épisode est sorti il y a 1 mois et demi. Le 1er mai en fait, a accumulé actuellement 20 000 vues et 40 000 heures de visionnage, donc j'ai senti qu'il y avait quand même un intérêt pour ce format et j'en suis vraiment très, très heureux. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça suscite un tel intérêt. Alors, je vois plusieurs bénéfices à tout ça. Bénéfices pédagogiques déjà, comme j'ai pu le dire précédemment. J'ai eu des retours vraiment très, très positifs de mes étudiants qui apprécient des résultats meilleurs, le cours qui gagne une deuxième vie, la vidéo qui devient un outil de travail. Bénéfice intellectuel, là c'est vraiment un bénéfice personnel, mais ça m'a obligé à vraiment perfectionner mes cours, à clarifier certaines idées, à mieux formuler, à distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est un formidable exercice, je pense, d'écriture. Bénéfice disciplinaire, je pense que cela montre que l'histoire du droit peut intéresser un public large. Ça donne une image plus vivante de la discipline. Ça peut attirer vers des auteurs, des livres, des cours, des recherches. Et puis, bénéfice institutionnel également. Selon moi, ça participe à notre mission de service public.
Paul parlait tout à l'heure d'une idée d'université populaire. Je partage complètement cette idée-là. Je considère que le cours que je donne en amphithéâtre n'a pas à être réservé simplement à des étudiants qui sont inscrits à mon cours. N'importe lequel citoyen, s'il le souhaite, doit pouvoir accéder à ces contenus. Mon travail est public. Et ça permet aussi de montrer que les facultés de droit peuvent produire des contenus qui se veulent exigeants pour le plus grand nombre, et que ça peut se faire en fac de droit. Et je l'évoquais aussi, si on n'investit pas du tout cet espace, eh bien cet espace est occupé par des formats polémiques, approximatifs, qui propagent parfois de fausses informations, des contenus biaisés, erronés, tendancieux. Et on voit que voilà, c'est quand même très important, je pense, à notre époque. En tant qu'universitaire, je pense que ça fait aussi partie de notre mission d'essayer de produire des contenus qui s'inscrivent dans une certaine vérité et une certaine exigence scientifique. Et notre idée, c'est vraiment de favoriser la qualité. Pour finir, quelques mots sur les perspectives, très simplement. J'espère pouvoir conserver une certaine régularité des épisodes, avec un rythme que je me réserve assez libre, un épisode tous les mois peut-être à l'avenir. Ajouter éventuellement peut-être, en plus de l'aspect narration, un entretien avec un spécialiste, mais je ne suis pas du tout dans la même logique que Paul. Hein. Je crois que nos expériences sont tout à fait complémentaires. Voilà, pour terminer, je voudrais dire que l'enjeu, c'est évidemment pas de transformer l'historien du droit en youtubeur ou en podcasteur, c'est absolument pas ça mon objectif. L'enjeu, c'est plutôt de permettre à l'histoire du droit d'avoir une voix publique qui soit plus audible, plus accessible, sans renoncer à son exigence. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos deux interventions, donc deux pratiques assez différentes, même s'il y a des points communs, mais assez différentes. Et là-dessus, je crois que c'est important de pouvoir bien mettre en avant aussi qu'il y a des façons de faire du podcast, qu'il y a des objectifs différents, des finalités différentes. Vous finissez, vous mentionnez la question du caractère public, et là, on peut tout de suite penser aussi à ce développement d'une discipline en cours de l'histoire publique. Il y a un master à Albi, mais il y en a aussi dans le reste de la France sur ces usages de l'histoire, ces usages publics de l'histoire, et le podcast fait partie de ces pratiques. Alors moi, j'ai une première question pour vous. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, Monsieur Chauvin-Madera, mais ça m'intéresse concernant vous deux. Quelles ont été vos influences? C'est-à-dire que l'idée, on l'a bien vu, est née de moments particuliers. Mais est-ce que vous êtes amateur de podcasts? Et si oui, quels sont-ils? Alors, j'ai en tête Passion médiéviste. Vous avez aussi le label Tout Savoir, où il existe des podcasts d'histoire. Storia Voce, évidemment. Mais est-ce que vous, dans la construction du format que vous avez choisi au final, est-ce que c'est un podcast, plusieurs podcasts qui vous ont influencé en particulier? Monsieur Chauvin-Madera, je vous laisse la parole en premier. C'est vrai que dans les podcasts vraiment historiques, il y en a deux que j'adorais, c'était Patrick Gélinet, 2000 ans d'histoire sur France Inter, et puis les lundis de l'histoire de Le Goff. Même si c'est encore à l'ancienne, donc il n'y avait pas tout ce qu'on met nous, ce que mettent les grands influenceurs. Et sinon, en dehors, pour moi, le dieu, mais je crois qu'il a 50 personnes qui bossent avec lui, c'est Fabrice Drouel, je crois, Affaires sensibles. Mais là, on n'a pas les mêmes, on ne joue pas dans la même cour. Monsieur Carvalho? Oui, j'ai pas forcément de modèle en tête comme ça, mais déjà j'écoute beaucoup de podcasts ou d'émissions tout simplement qui passent sur France Culture, sur France Inter, sur des thèmes très variés, et donc ça a toujours été un format que j'ai apprécié, que j'ai beaucoup écouté dans les transports en commun. J'aime bien suivre aussi ce qui peut se faire. Vous l'avez mentionné, Storia Voce par exemple, ou voilà des chaînes YouTube qui peuvent s'intéresser à l'histoire d'une manière générale. Et puis les lois de l'histoire, bien sûr, hein, de Paul Chauvin, qui a été un de mes grands modèles. Je vous remercie. N'hésitez pas, pour ceux qui souhaiteraient, qui auraient des questions, n'hésitez pas à vous signaler. Alors moi, j'ai une autre question, le temps que peut-être certains se manifestent.
Vous avez mentionné la question du coût technique hein, de cet apprentissage aussi qu'il a dû falloir mettre en place. Et je mentionnerai simplement que dans le réseau des universités, il existe le réseau Urfist qui propose notamment des formations et de plus en plus des formations autour du podcast. Donc ça serait pour les différentes personnes qui nous écoutent, qui peut-être souhaiteraient se mettre à cette pratique, mais auraient peut-être besoin d'être accompagnées. Hein. Urfist propose cela. Vous avez mentionné la question de la qualité et j'aimerais revenir un tout petit peu sur cela parce que c'est évidemment important pour le podcast, mais c'est peut-être le plus important pour le podcast, cette fameuse question du son. Sans rentrer dans des détails évidemment trop techniques, je voudrais juste mentionner qu'on peut mettre en place des podcasts avec des paliers d'amélioration du son. On peut commencer une pratique un petit peu artisanale avec un micro qui n'est pas le meilleur du marché. Et puis, si on trouve un public, si finalement on apprécie cette pratique, eh bien, investir cette fois-ci vers des micros Yeti, Shure ou d'autres micros qui ne sont pas des micros professionnels, donc on ne dépasse pas les 300 €, hein, pas besoin d'un énorme budget pour faire du podcast de qualité, mais cette question du son, elle est importante. Et je mentionnerai aussi, et ça c'est pour la question de la pratique artisanale du podcast, que pour ceux qui voudraient faire du podcast sans avoir un monteur, vous avez le logiciel gratuit Audacity. Je le mentionne parce qu'en effet, vous avez insisté sur la gratuité de ces formats, mais en même temps, il faut que, pour que certains puissent aussi s'y projeter, mentionner qu'il y a une pratique du podcast où on peut rester dans une forme de gratuité. Et je vous questionnerai peut-être sur cette question, comment vous arrivez à diffuser votre podcast? Quelle stratégie de communication, de diffusion vous avez pu mettre en place pour qu'on ne reste pas sur un public d'initiés finalement assez petit, mais au contraire développer une forme de grand public. Monsieur Chauvin peut-être d'abord et ensuite Monsieur Carvalho. Bah ça en fait je peux pas trop vous répondre parce que moi-même je m'interroge dessus. J'avais essayé de mettre des affiches notamment à QGIAS, mais en fait je suis même pas sûr que les gens les regardent. J'utilise LinkedIn où ça marche pas trop mal, mais je sais que sur Twitter c'était complètement ça marchait pas du tout. J'en cherche encore d'autres techniques pour ça, mais je pense que Terence peut mieux répondre là-dessus. Mais vraiment, j'ai pas de, je sais pas comment ça. Tout à l'heure, il parlait, c'est marrant, Terence parlait de la durée. Et moi, j'étais fasciné par, vous savez, il y a eu un épisode, au moment de la deuxième élection, je crois, de Donald Trump, ou la première, je sais plus, où je crois que c'était Elon Musk qui avait été interviewé pendant 1 heure, 2 heures par je ne sais quel influenceur dans les droites extrêmes, on dit plus extrême droite, et un truc vraiment, le son n'était pas forcément génial, ça partait dans tous les sens, mais il y avait des millions de vues. Donc en fait, je pense que quand même, le contenu, et puis je crois que c'était Bernès qui disait il faut avoir une autorité qui attire le chaland, et donc avoir une star et avoir un sujet polémique, ça attire aussi beaucoup. Mais je peux pas trop répondre plus que ça. Oui, alors déjà je voudrais rebondir sur le fait vous avez parlé du son. Et c'est vrai que voilà, moi je suis l'exemple même de quelqu'un qui fait avec des moyens très artisanaux. Mais j'ai très vite compris que l'essentiel, c'était d'avoir un son de qualité. Et d'ailleurs, l'image est tout à fait secondaire. Mon cours de licence 3, Histoire des idées politiques, était filmé. Mais là, pour le podcast, je suis passé vraiment à un format exclusivement audio. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile quand même pour moi au niveau du montage. Ça me permet justement d'avoir une meilleure régularité et d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Puis je ne pense pas que ce soit très intéressant de me voir en train de parler. Je pense que les gens ont mieux à faire. De toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent, moi en fait j'avais des retours déjà sur la chaîne YouTube de gens qui me disaient très bien, qui mettaient ça et en même temps ils faisaient du ménage, ils allaient faire du sport, etc. Donc c'est pas forcément un format qu'on va regarder. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire aussi, Paul. Je pense que du point de vue, par exemple, de YouTube, il y a quand même une montée en puissance des formats longs. Donc, moi, j'ai expérimenté un petit peu tous ces formats. C'est-à-dire qu'avec le projet pédagogique que j'avais monté avec les Master 2, vraiment, c'était un format short. Donc, 3 minutes.
Et là, l'algorithme, en fait, booste les vues et vous pouvez avoir voilà, des vues qui sont assez conséquentes. Mais il faut faire très court. C'est un peu comme le format Ma thèse en 180 secondes. Il faut aller vraiment à l'essentiel, synthétiser, etc. Bon, c'est un premier format. Ça peut être intéressant. C'est ce que fait notre collègue Gwenaël Caïman, d'ailleurs, sur Instagram. Hein. Voilà, c'est un format court. Je pense que c'est un certain public. Après, il y a un format médium, on va dire. C'est ce que j'ai voulu faire un peu avec le cours de troisième année. Donc là, on a un format où j'ai des vidéos qui font 10 minutes et j'en ai d'autres qui font 30-40 minutes, mais assez rarement au-delà. Là, pour le podcast, je pense qu'un format plus long est préférable. Après, bien sûr, tout dépend de qui le porte, tout dépend des invités. Mais il y a une demande croissante, je pense aussi, pour aller au fond des choses, pour des formats d'approfondissement qu'on ne peut plus retrouver forcément sur les médias traditionnels où il faut aller vite, où il faut tout résumer en quelques phrases. C'est aussi un format qui permet vraiment d'aller loin dans les explications, dans les approfondissements. Et je pense que c'est quand même un format qui est très intéressant de ce point de vue. Alors, au niveau de la stratégie, on va dire, de communication, alors moi déjà, j'ai fait le choix qui peut être discuté, en fait, d'aller directement sur YouTube. Alors, c'est sûr, voilà, il y en a qui sont pros, il y en a qui considèrent que voilà, c'est pas forcément la meilleure plateforme. Bon, moi j'ai trouvé que c'était une plateforme déjà qui était largement suivie par nos étudiants, qui était facile d'accès pour le plus grand nombre. Et ensuite, j'ai une page sur le Moodle de mon université, ça s'appelle Madoc, liée à mon cours. Et les étudiants, en fait, peuvent accéder à ces vidéos sans passer directement par YouTube, en fait. Voilà, il y a aussi une autre version qui est propre à l'université. Voilà, et sur ce point-là précis, j'ai pu me faire aider par un assistant pédagogique. J'ai fait le choix de YouTube tout simplement parce que ça brasse extrêmement large et j'ai des spectateurs en fait dans tout le monde francophone. Et je voulais voilà, que ce type d'enseignement puisse être accessible le plus largement possible. Alors sur YouTube, il y a toute la magie de l'algorithme. Donc on ne sait pas pourquoi il y a des vidéos qui vont bien marcher, d'autres moins bien. Ça ne nécessite pas forcément une communication spécifique à YouTube. Là, pour le podcast, je fais l'effort de faire un post sur LinkedIn après chaque publication. D'être un petit peu présent sur les réseaux sociaux. Je vois que ça ramène quand même des auditeurs. Et je vois qu'il y a aussi un effet bouche à oreille qui est important. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Prévost, vous aviez une question. Oui, merci beaucoup, madame. Terence a commencé à répondre à ma première question. Je vais peut-être poser mes questions ensemble. Mais donc, tu parlais des plateformes commerciales et donc tu as évoqué le fait que tu déposes aussi sur Moodle. Est-ce que tous les deux, de manière plus générale, vous déposez aussi vos vidéos dans des archives ouvertes? Je pense, par exemple, vous pourriez les déposer sur HAL ça les valorise aussi scientifiquement. Ça amène aussi à un autre public. Vous pouvez aussi justement les mettre en avant comme du contenu scientifique, par exemple, et puis ça les pérennise d'une certaine manière. Donc ça vous donne un identifiant, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qui sont discutées aussi dans vos universités ou pas sur la pérennisation de ces données et de ces contenus? Donc ça, c'était une première question. Et puis, une deuxième question, on a vu que vous n'aviez pas du tout les mêmes soutiens dans vos universités respectives. Pour toi, Terence, est-ce que c'est un choix de ne pas avoir fait de demande spécifique ou est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas du tout de dispositif? Parce que je vois, moi, dans mon université, alors il faut faire des demandes, mais on pourrait être soutenu. Bien sûr, il faut présenter un projet, que le projet soit sélectionné, etc. Mais il y a quand même différents guichets auxquels on peut s'adresser pour être soutenu dans ces démarches et puis aussi potentiellement accéder à un studio un peu plus professionnel, se faire prêter du matériel, avoir quelqu'un qui aide dans la mise en ligne, qui aide pour voilà ce dont Paul bénéficie et qui coûte et de l'argent et du temps parce que ça te fait aussi économiser du temps. Ça te permet de te concentrer sur d'autres choses. Et
dans les perspectives, est-ce que justement vous vous êtes posé à un moment la question de solliciter des financements plus importants, euh, soit dans votre université, soit extérieurs à votre université, qui vous permettraient d'embaucher des gens, de solliciter, acheter du matériel, former d'autres, ou est-ce que c'est pas dans vos perspectives parce que voilà, comme vous l'avez dit, pour l'instant, c'était encore le début et artisanal et en partie, même si vous vous professionnalisez, et vraiment bravo parce que moi je trouve que c'est vraiment à la fois très utile et puis là vos présentations montrent aussi à quel point ça demande du travail, alors qu'on est déjà surchargé par plein d'autres choses. Donc, est-ce que ça fait partie de vos perspectives ou pas du tout? Vous préférez, et ce que je comprends aussi parfaitement, vous dire bah non, c'est mon petit truc et je préfère le contrôler complètement et tout gérer. Voilà. Merci beaucoup, cher Xavier, pour ces remarques, ces questions. Alors déjà, pour les archives ouvertes, par exemple sur HAL, c'est une excellente idée. Tout simplement, je n'y avais pas pensé. Donc, je prends bonne note. Voilà, j'avais absolument pas eu cette idée. Pour le soutien dans mon université, eh ben, en fait, je n'ai pas été vraiment au courant de dispositifs spécifiques. Malheureusement, on a un agent qui s'occupe des questions audiovisuelles à la faculté qui est en arrêt maladie depuis très très longtemps. Je n'ai pas. Alors j'ai sollicité une assistance pédagogique en espérant qu'on pourrait m'aider notamment sur des questions de montage. Finalement, voilà, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai vraiment eu par contre une aide précieuse pour monter toute une plateforme pédagogique sur Moodle, mais ça s'est arrêté là. J'aimerais bien avoir une aide plus importante de mon université, qui je pense en plus n'est pas du tout hostile à ce que je fais, bien au contraire. À ma connaissance, il n'y a pas de studio spécifique. Pour les financements, je n'ai rien eu à titre personnel. Je réfléchis, je dois bien l'avouer, à poser une demande de financement ou un projet qui mêlerait à la fois recherche et puis médiation scientifique, parce que je pense que c'est cette expérimentation fonctionne assez bien à mon sens, mais c'est vrai que je suis quand même très très limité par le temps que ça représente, par les moyens qui sont quand même minimes. Je me suis acheté mon propre micro, j'ai mes propres abonnements que je paye sur mes deniers propres pour les logiciels de montage, etc. Donc voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est encore très artisanal. Si je pouvais avoir un petit peu d'aide, j'avoue que ça me simplifierait grandement la vie. Ouais, alors moi j'ai essayé sur HAL, mais j'ai pas réussi. Dans mes souvenirs, alors ça remonte à peut-être 1 an ou 2, il y avait eu un échec technique, un refus du format. Alors soit je me suis trompé dans la façon de le faire, de le nommer, j'en sais rien, mais j'avais pas réussi. Après sur l'argent, pour l'instant j'en ai pas ressenti le besoin parce que justement j'ai des gens qui m'aident et je suis ultra admiratif de Terence de s'être mis à ça. Donc moi j'ai des gens qui m'aident et ça me suffit pour l'instant. Mais c'est vrai que là, ce que dit Terence, en fait, je trouve que ça soulève le problème d'une sorte de schizophrénie, je trouve, de paradoxe de nos institutions, qui à la fois veulent qu'on sorte de nos habituels cours et recherches, mais qui ne nous aident pas trop. Même ne ferait qu'un truc bête, là, quand on remplit sur les logiciels nos heures de cours, on peut mettre parfois telle responsabilité qui nous donne des heures sup en équivalent TD. Et ça, par exemple, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne pour ça, on ne reçoit pas d'argent. Alors moi, j'avais une RIPEC C3 pour ça. Donc demande la Terence. Mais c'est tout, sinon, c'est pas reconnu. Je crois qu'en Suisse, je ne sais plus qui m'avait dit ça, ça fait partie de leur contrat aux enseignants. Ils ont un côté médiation scientifique. Nous, non. Donc en fait, l'université, je trouve, mais on voit ça aussi dans l'édition, hein, où je trouve que les éditeurs nous aident de moins en moins. On doit faire beaucoup de boulot en fait, en plus de nos recherches.
Et là, c'est pareil, en fait. Il y a un côté, oui, faites-le, alors que c'est pas à la base de notre travail. Merci pour vos retours. Je mentionnerai juste par rapport à Halle, peut-être que Halle n'est pas l'endroit le plus adéquat. Peut-être qu'il faudrait plutôt se tourner vers Nakala. Nakala qui permet là d'héberger concrètement, à voir. Peut-être que cette plateforme fonctionnerait peut-être mieux. Je mentionne aussi, parce que c'est un débat qu'il y a chez les podcasteurs aujourd'hui, utiliser ou pas l'intelligence artificielle pour gagner dans ces fameuses tâches chronophages, la question du montage, de aide à la rédaction. Pour le moment, les retours qui existent ne sont pas complètement conquis par l'intelligence artificielle, mais voilà, il faut le savoir. Du côté podcast, c'est une pratique qui est en train d'être réfléchie, qui est en train d'être essayée. Madame Brancourt, je vous cède la parole. Je vous remercie infiniment tous les deux de ce très beau travail. En fait, ça m'a fait penser à que vous prenez la suite. Jean Tullard avait réalisé des cassettes audio sur tous ses cours et nous les écoutions en voiture, tous les trajets et toute la famille en profitait du cours sur la Révolution française, je m'en souviens encore. Et je les ai toujours, ces cassettes. Et j'espère, et c'est une question qui a déjà été abordée par Monsieur Prévost, donc Xavier, je n'empiète pas, et c'est toute la question de la pérennité des données et des formats. La publication sur HAL, j'en sais quelque chose, c'est très compliqué, je reconnais, alors même que institutionnellement, nous sommes théoriquement dirigés vers HAL, hein, puisque ça entre maintenant dans les modules d'évaluation des laboratoires ou des universités. Donc, il y a quelque chose de paradoxal. J'espère que ça pourrait être débloqué rapidement. Et je pense que vous avez intérêt à le faire remonter vers HAL. Hein, parce que quand même, il y a toute l'équipe HAL du CNRS travaille beaucoup. Et malgré tout, ils ne peuvent pas voir tous les inconvénients que subissent les utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. J'avais une question à tous les deux. Je suis absolument consciente que les résultats sur les étudiants doivent être extrêmement prometteurs. Et je vous en félicite, c'est vraiment un grand moyen. Et il y a une question qui se pose, c'est que quand on passe à l'audio et à la vidéo, qu'en est-il de l'orthographe et en particulier de l'orthographe des noms? Est-ce que vous avez moyen, au moment où vous parlez, d'afficher le nom de la personne dont vous parlez? Parce que je suis désolée, mais voilà, pour avoir eu quelques souvenirs de coquilles absolument monstrueuses trouvées dans des copies parce que les étudiants n'avaient pas... Voilà, vous connaissez tous le Papineau 103, PAPINEAU 103, mais il faut se mettre dans la peau d'un auditeur, et moi j'en fais partie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous ne pouvons pas connaître toute l'orthographe des noms, et voilà, c'est ma question. C'est comment tourner cette difficulté si on ne les mène pas au livre. Eh ben, je peux commencer. Hein. Déjà, j'ignorais que Jean Tullard avait fait des cassettes et j'en suis très heureux. Ça rejoint la question que vous posiez, Louise, précédemment. Ce qui m'avait aussi marqué, c'est que par exemple, j'avais des étudiants qui écoutaient des vidéos très anciennes d'Henri Guillemin. Ce professeur qui avait dû faire des vidéos dans les années 70, 80, etc. Et je voyais qu'il y avait quand même un intérêt pour des vidéos qui pouvaient être voilà, très, très éloignées, des vidéos qui sont d'ailleurs très, très, très intéressantes. Et moi-même, par exemple, j'écoute assez régulièrement des cours que l'université d'Harvard met en ligne. Et notamment, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais commencé par le cours de Michael Sandel sur la justice, qui est entièrement en ligne sur YouTube. Et ça a été vraiment pour moi un moment où je me suis dit, c'est quand même dommage qu'en France, dans d'autres disciplines, on ne fasse pas ça. Parce qu'après tout, on parle des mêmes sujets. Et ce sont des vidéos qui cumulent des millions de vues. Hein.
Donc, c'est quand même très, très impressionnant. Alors, pour répondre spécifiquement à la question de l'orthographe des noms, c'était évidemment une problématique importante dans mon cours d'histoire des idées politiques. C'est pour ça que j'étais content d'avoir de l'image et c'est pour ça que le montage était particulièrement long, parce que je faisais en sorte à chaque fois d'incruster dans la vidéo les noms, les dates et les mots compliqués, avec parfois même du grec, du latin, etc. Mais donc c'était un vrai travail très long, c'est-à-dire que pour une vidéo qui à la fin va faire 20 minutes, ça pouvait me demander facilement une demi-journée de montage en fait. Bravo. Après pour le podcast, évidemment, voilà, vu qu'il n'y a plus d'images, bon. Il n'y a plus d'images. Bravo. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Enfin, en sachant que c'est une façon indirecte de trouver une solution, j'essaye à chaque fois d'éviter que l'invité aille trop vers des noms inconnus. Ouais. Bon, mais c'est pas pour ça, c'est plutôt pour ne pas perdre les auditeurs. Mais non, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Mais ça rejoint ce que disait aussi tout à l'heure Terence, en fait. C'est une différence de génération, dans le sens où, effectivement, je sais même pas si on les mettait par écrit, je suis même pas sûr qu'ils iraient voir. Enfin, c'est vrai que je me rends compte, en fait, je me suis rendu compte déjà d'un décalage quand, en leur parlant de films, ils n'y voyaient même plus, on n'a même plus les références cinématographiques communes, et même les séries maintenant, je parle de séries parfois qu'ils ne connaissent pas, et donc, par contre, eux vont parler d'influenceurs, que je n'ai jamais entendu parler. Et donc, en fait, je ne sais même pas le réflexe de la bibliothèque, de l'écrit. Je vois même à Cujas, les gens sont devant un ordinateur, plus personne ne commande de bouquins ou presque. Ouais. Donc, en fait, oui, je dirais que j'y avais pas pensé. Peut-être que je suis trop pessimiste, je ne sais pas. Ça en dit long sur l'obligation où nous sommes de publier. Oui, je me permets de rebondir. Ce qui me frappe, c'est que en fait, je peux passer des mois sur un article scientifique qui va être lu par, allez, 30, 50, dans les meilleurs des cas, on va dire une centaine de collègues. Et je vois des extraits de mon cours, qui en fait, voilà, c'est un cours de 3 heures tout à fait classique, qui ont pu monter à 25 000 vues. Et ça laisse quand même assez songeur, en fait, sur la différence entre le travail que ça peut représenter et la réception. Merci pour vos différentes réponses. Je vois que Ninon, tu avais des questions. Je te cède la parole. Oui, merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était très stimulant, très intéressant et vraiment j'ai pris beaucoup de notes. Alors j'ai quelques questions. Ma première question, c'est sur justement l'articulation entre le travail d'écriture et cette performance d'oralité. C'est-à-dire, c'est pas donné, c'est pas acquis de pouvoir à la fois proposer un contenu. Le mot a été prononcé hein, avec légèreté, avec fluidité, mais en même temps, il faut derrière qu'il y ait une structure, qu'il y ait quelque chose d'assez solide, d'assez construit, d'autant que vous évoquiez les formats. Et donc, il y a un timing en plus à respecter. Donc, je trouve que c'est un exercice qui est quand même assez difficile et je voudrais que vous nous parliez de la part d'écriture et de la part d'impro, de ce qui fait un petit peu la fluidité. Ça, c'est ma première question. J'en ai d'autres. Est-ce que je me posais la question de la place que va prendre ce podcast dans votre production scientifique, c'est-à-dire que est-ce que avec le succès, eh bien, il va pas y avoir un investissement accru, hein. C'est-à-dire que ça vous demande beaucoup de temps, mais en même temps, c'est très valorisé et très valorisable. Et vous le disiez vous-même, hein, il s'agit de toucher un public d'étudiants, mais aussi de travailler pour la discipline. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt majeur à ces productions. Et on est un petit peu quand même à cheval entre la recherche et la pédagogie. C'est quelque chose vraiment qui trouve complètement sa place dans
dans un CV d'enseignant-chercheur. Et finalement, Terence répondait un petit peu à ma question, c'est-à-dire que à partir du moment où on projette de faire financer un projet, bah, ça témoigne que cette expérience, bah, on ne parle plus de bricolage, on parle vraiment d'une production scientifique à part entière. Et donc, j'en viens à Halle. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur un site, donc je n'écris pas d'article parce que j'ai pas le temps, ça me demande un investissement majeur. Et je me suis dit tout à coup, mais c'est marrant parce que c'était il y a 2-3 jours, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre mon site sur Halle, c'est-à-dire, bah, voilà, dire, bah, il y a ce site que je vais. Sauf que j'ai voulu sélectionner, et je pouvais sélectionner quoi? Article de blog. Bon, alors, au départ, je sélectionne ça, article de blog, et puis après, je mets l'adresse générale de mon site. Eh bien oui, mais ça a bugué, parce qu'en fait, il aurait fallu que je mette une seule donnée de mon site. Bon, donc ça n'allait pas, donc j'ai abandonné. Même chose pour mon carnet de recherche, parlementdeparis.ecossaise.org. Voilà. Ça a été la même chose dans Halle. Et donc, pour finir simplement de Nakala, alors moi, je pense que ça peut être vraiment une solution pour vos capsules audio et vidéo. C'est-à-dire que ça permettrait, en plus de YouTube, de les partager en tant que données de recherche avec un DOI stable, avec des métadonnées qui vont venir les renseigner. Et ça ferait que ce contenu, en fait, ne sera pas perdu et sera bien référencé en tant que données de recherche dans une collection sur Nakala. Et je trouve que vraiment, ça devrait trouver sa place. Voilà, j'espère que vous n'avez pas oublié mes questions. Non, c'est bon, j'ai noté. Tu veux qu'on fasse comment, Terence, tu veux... Commence, Paul, commence. Sur le temps, oui, sur le temps d'abord. Oui, en fait, c'est chronophage et c'est grisant, en fait, faut pas se le cacher. C'est mieux que de faire un cours. Moi, j'ai pas 200 personnes à m'enfuir, ils sont moins nombreux. Donc là, c'est sûr qu'on se dit, bah voilà, au moins il y a une réception, donc on veut en faire plus. Mais c'est vrai que la recherche empathie, et moi, j'ai ressenti un manque, en fait, un manque d'être seul dans les archives, à écrire des choses, tout en sachant que, bah oui, ça sera lu par 30, 100, moi je dirais plutôt 3 ou 10. Mais non, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Et c'est voulu, mais moi je dirais pas encore que c'est reconnu. Je trouve que ça manque encore de reconnaissance institutionnelle en France, je trouve, en tout cas financièrement. Et ouais, institutionnellement, je pense qu'il y a certains collègues qui disent c'est pas de la recherche. Ouais, c'est plus un cours, mais c'est pas de la recherche. C'est un truc un peu. Ouais. Et après, pour le rapport écrit et impro, alors moi, je sais que j'envoie d'avance les questions aux invités, de sorte à ce qu'ils soient capables de préparer une réponse synthétique, de dire, faire une réponse hors sujet, parce qu'il y a des émissions de radio où on voit que l'animateur n'a pas lu le livre, et donc en fait, l'invité ne comprend pas la question et répond à l'ouest, et en tant qu'auditeur, on est frustré. Donc l'idée c'est qu'ils puissent comprendre comme ça, parce que sous la question je pense à telle page de la thèse, tel type d'exemple, après il répond ce qu'il veut, mais au moins il n'y a pas de malentendu, de quiproquo. Donc il a les questions d'avance, et puis moi je travaille vraiment mon accroche, je la répète même pour essayer de trouver le bon mot, etc. Après il y a de l'impro, puisqu'en fait ils ont mes questions mais moi j'ai pas leurs réponses. Je fais sauter des questions parfois parce que moi je leur dis vous êtes sur des rails, je m'occupe du temps, mais donc j'ai toujours en fait les yeux, parfois je ne la regarde pas, j'ai les yeux sur, et j'avais vu ça dans l'émission à laquelle j'avais assisté, j'ai les yeux tout le temps, enfin, souvent, entre eux et le chrono, et sur le monteur, eux ne doivent pas regarder le monteur parce que sinon le son est perdu en fait, ils ne visent plus le micro. Donc je leur dis, vous ne pensez pas au monteur, il n'existe pas, ce qui est dur, hein. Il n'y a que moi, regardez-moi en face. Donc ça, il y a de l'impro dans les questions, et en fait là justement c'est ça qui est intéressant, et c'est que il y a toujours une part de risque, moi, dans les invités que j'ai. Je ne sais pas comment ils sont. Alors, je n'ai pas leur thèse avant de les inviter. Je vois leur titre et je me dis, est-ce que ça peut être intéressant, est-ce que ça peut être vendeur, mais je ne les ai pas lus avant. Et je ne sais pas s'ils vont être de bons clients, comme on dit dans les médias. Et donc, pour l'instant, ça va, mais ça va plus ou moins. En fait, certains sont plus ou moins stressés,
plus ou moins long, il y a plus ou moins comment dire, de fluidité, notamment parce qu'il ne faut pas que nos voix se superposent, sinon le montage est impossible. Il faut qu'il y ait une milliseconde en fait entre la question et la réponse pour pouvoir faire des coupures. Et on essaye au maximum, même si c'est pas en direct, on essaye de ne pas, pour garder la fluidité, de ne pas rompre. Donc en fait, il y a une part d'intro à ce moment-là, d'improvisation, pardon. Et puis c'est vrai que je peux avoir d'autres questions qui viennent, d'autres qui sortent. Et puis on voit bien aussi avec le temps il y a des trucs, des astuces qu'on a de plus en plus, des choses bêtes, mais par exemple, il faut enlever les bijoux en fait quand on parle parce qu'on parle trop avec les mains et le son est démultiplié. Faut pas bouger les feuilles, alors je l'ai fait, je suis désolé, faut pas bouger les feuilles parce que sinon le son explose. Il y a plein de choses comme ça qu'on a petit à petit. Par rapport à l'articulation entre le travail d'écriture et l'oralité, alors déjà, quand je faisais mon cours qui était filmé, évidemment, c'était un cours. Donc moi, je fais cours avec des notes, mais il y a une part d'improvisation qui est importante. Et cette improvisation, elle doit être d'autant plus maîtrisée qu'on sait qu'on est filmé. Donc c'est un peu la pression dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, je pense que ce qui intéresse dans ce genre de format, c'est qu'il y ait une certaine fluidité du propos et que ce ne soit pas un texte lu. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je fais cours. Et donc, je ne comptais pas faire une simple lecture, en fait. Voilà, ce n'est pas ça que j'envisageais du tout. Alors là, pour le podcast que j'ai lancé récemment, ça m'oblige à écrire pour l'oral. Donc, c'est quand même très particulier parce qu'on écrit pour le mode oral. Donc, ça n'a rien à voir avec l'écriture habituelle que je peux avoir dans un article, par exemple. Ça demande de se mettre en quelque sorte dans la peau d'un conteur, en fait. C'est vraiment un exercice narratif, parce que je n'ai pas, comme Paul, un invité qui peut m'aider, qui peut répondre. Mais en même temps, ça me plaît beaucoup. C'est un exercice très radiophonique. Paul parlait tout à l'heure de Fabrice Drouel, Christophe Ondelat, etc. Enfin voilà, on voit qu'il y a un vrai succès de ces formats narratifs. Et je pense qu'on peut justement intéresser beaucoup de monde avec un récit, mais un récit qui soit à la fois, par exemple, concernant un auteur, donc il y a des éléments très, très humains, très biographiques, mais aussi avec un vrai contenu scientifique. Donc c'est vraiment un exercice qui est très, très différent ici, le podcast, par rapport au cours qui était filmé. Ensuite, par rapport à la place de cette activité dans la production scientifique, on est en effet entre l'exercice pédagogique et l'exercice scientifique. Moi, pour le moment, afin de limiter quand même le travail de préparation, je recycle ou j'approfondis des conférences que j'avais données et qui, devant quelques dizaines de personnes et qui, là, peuvent intéresser un public plus large. Des points de cours aussi, parce que j'ai d'autres cours que celui qui a été mis en ligne. J'en ai évidemment beaucoup plus. Et je pense que j'ai notamment un cours d'histoire de la pensée juridique qui est très très riche en auteurs, etc. Et donc pour le moment, je pioche un peu dans ces auteurs que je connais déjà assez. Ça me demande quand même un gros travail de lecture, d'approfondissement. Enfin, je veux vraiment faire quelque chose qui est rigoureux, qui est solide. Donc là, on est à la fois dans la recherche, parce qu'il y a des épisodes où je me suis dit récemment, en fait, ça pourrait presque être un article scientifique. Bon, j'en ai fait un podcast, mais en fait, j'ai tellement lu cet auteur que je pense à l'épisode sur Lippmann, sur Walter Lippmann, qui m'a en fait, qui a représenté beaucoup d'heures de travail. Je l'ai lu directement en anglais, etc. Et en fait, à la fin, j'avais tellement de notes de recherche que je me suis dit, ça pourrait presque être un article scientifique. Donc, on est vraiment à cheval, en effet, entre ces deux exercices. Et donc, on est vraiment au cœur de notre métier. C'est ça aussi qui est formidable. Je trouve, comme Paul, que la reconnaissance n'est pas si importante que cela, on est quand même vu parfois avec des yeux un peu exorbités ou suspects, en disant, bon, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles pratiques je suis très content justement de votre invitation et de l'intérêt pour ces questions. Mais j'ai vu un intérêt vraiment du public. J'ai été très surpris par le nombre de personnes qui pouvaient suivre mes vidéos, mes podcasts, etc. Mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait une reconnaissance institutionnelle forte. Il y a en tout cas un intérêt pour les collègues aussi, parce que ce sont des capsules que nous, on va pouvoir réutiliser, dans le sens où on va pouvoir guider les étudiants vers un contenu
Et ça permet d'alimenter nos plateformes de cours, hein. Moi, on travaille évidemment beaucoup sur maintenant des plateformes avec différents supports, hein, qui permettent de faciliter les apprentissages. Et il y a une influence directe, hein, sur nos méthodes pédagogiques. Parce que moi, je le vois et je vous écoutais très attentivement sur la question des formats et sur la question j'ai entendu le terme, je crois que c'est Paul qui parlait ou toi, Terence, de capsules thématiques. Oui, c'est ça, c'est que tu as divisé ce cours en capsules thématiques. Et moi, là, je vois que on a eu un travail des maquettes. Et j'ai un cours qui était très, très long, qui s'étalait sur toute l'année, qui devient un cours uniquement semestriel avec beaucoup moins d'heures. Et je vais devoir faire des choix. Et donc, je pense que je vais travailler comme ça. C'est-à-dire que mes cours de 3 heures vont devenir des moments où je vais faire une ou plusieurs capsules thématiques et proposer sur cours en ligne quelque chose qui permet d'assurer la fluidité. C'est-à-dire d'inverser un petit peu les choses entre quelque chose de continu que je peux proposer à l'écrit, en fait, sur cours en ligne, et utiliser le cours magistral comme quelque chose justement de plus léger, de plus fluide, de plus vivant, et pour moderniser un petit peu notre pédagogie. C'est pas forcément faisable sur tous les cours, et pas forcément à tous les niveaux. Mais je crois que voilà, on parlait des attentes de nos étudiants et de leur manière d'apprendre aussi, comment maintenir leur attention, comment aussi les rendre curieux de ce qu'on a à leur transmettre. Et je crois que là, à vous écouter, il y avait plein d'idées en fait pour transformer notre cours magistral. Monsieur Prévost, vous avez une question? Oui, question, remarque sur la question de la reconnaissance de ces nouvelles missions, hein, puisque c'est une mission qui s'est ajoutée. Donc, alors, Paul a évoqué le fait que c'est une case effectivement dans la RIPEC. Bon, ça c'est un élément, ça reste mineur, mais c'est quand même une case dans la RIPEC et c'est une case désormais dans les dossiers d'avancement, etc. Mais bon, c'est marginal. Après, c'est souvent des dispositifs qui sont un peu cachés dans nos universités. Alors après, moi, je suis dans une très grosse université avec un IDEX, etc. Mais il existe pas mal de dispositifs dont on ignore l'existence, qu'il faut un peu fouiller. Mais moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher. Par exemple, moi, je sais que chez moi, c'est des choses qui pourraient être financées en partie avec les services culture parce qu'il y a une dimension vraiment culturelle. Ça pourrait être financé en partie avec les services sciences pour la société, pour lesquels on a des financements fléchés. Alors, toutes les universités ne sont pas labellisées, mais maintenant, il y a beaucoup d'universités et il y a des dispositifs spécifiques. Ça pourrait être financé avec des dispositifs d'innovation pédagogique qui te permettent d'avoir des décharges de services, qui te permettent d'avoir du REH, donc du référentiel équivalent horaire, donc des heures sup, hein, ce que disait Paul. Alors évidemment, ça demande de remplir un dossier, etc. Mais par rapport au temps que vous y consacrez, je pense que le coût du petit dossier, le gain derrière, ça peut quand même être assez intéressant. D'autant que vous vous en servez, Clarence, tu l'as dit explicitement, comme un outil pédagogique dans tes cours, etc. Donc ça, moi, très clairement, nous, c'est des choses qu'on arrive à faire entrer on peut réussir à faire entrer tout ça. Et donc, je pense que compte tenu du succès de vos initiatives, ça vaut le coup de prendre rendez-vous avec ces vice-présidents responsables de ces différentes choses et de leur dire mais pourquoi j'ai pas d'aide alors que ça fait rayonner Sorbonne Paris Nord, ça fait rayonner l'université de Nantes, à quel dispositif j'ai le droit. Et honnêtement, je pense que il faut vraiment pas hésiter quand on dit j'ai des milliers d'écoutes, d'heures d'écoute, des gens en dehors d'histoire du droit. Et puis l'autre point, mais c'est une question ça plus provocatrice, c'est que à partir d'un certain nombre d'écoutes, on peut faire monétiser
sur des plateformes commerciales, ces podcasts, ces vidéos. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Je sais bien que ce n'est pas du tout votre démarche initiale, hein, ça se voit évidemment dans votre discours et dans ce que vous faites, mais est-ce que ça vous traverse l'idée maintenant que vous avez plusieurs milliers d'écoutes par épisode ou pas du tout? Merci beaucoup, Xavier pour cette remarque. Je prends bonne note voilà, pour contacter les services cachés de mon université. Je pense que ce serait en effet bien utile. C'est vrai que voilà, la question des moyens, elle est importante. Moi, j'ai dû quand même mettre des moyens encore importants finalement. Par exemple, pour la plateforme, pour que le podcast soit accessible sur toutes les plateformes d'écoute, c'est un abonnement mensuel que je paye par moi-même. Pour le moment, tout ça, ça ne me rapporte pas d'argent. Hein, voilà, je ne fais pas du tout ça de façon pour ça. Hein. Ce n'était pas du tout mon objectif. J'avoue que si ça pouvait me rembourser certains frais avancés, je ne dis pas non. Parce qu'il y a quand même des abonnements. Voilà, je pense à un abonnement à un logiciel de montage, c'est 200 €. Un micro, c'est 300 €. Enfin voilà, il y a quand même mis bout à bout des sommes qui ne sont pas négligeables que j'ai mises et plus du temps. Donc voilà, pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est pas. Je peux bien avouer que je n'y ai pas encore trop songé. Non, oui, merci pour les questions. C'est vrai que j'avais pas pensé à me tourner vers ces services-là et puis à en faire une innovation pédagogique, mais je pense que je vais le faire. Et pour l'argent, alors moi, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est publié par l'université. C'est pas mon compte. Donc en fait, je pourrais éventuellement rapporter de l'argent à l'université, mais pas à moi-même. Et je me suis demandé d'ailleurs, si je peux poser une question, dans quelle mesure il était bon, je pense à ça aussi pour LinkedIn. Est-ce que c'est plus, ça diffuse plus quand on le fait sous notre nom parce qu'on a notre autorité d'universitaire et donc ça peut rassurer, ce que m'avait dit une dame du service com, ou alors est-ce qu'au contraire il faut le mettre de manière impersonnelle en disparaissant sous le nom de notre émission et en créant une page LinkedIn, Twitter, YouTube où on disparaît complètement. Ça, je ne sais pas trop. En tout cas, financièrement, c'est moins bien, mais en termes de communication, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que, et c'est pour ça que ce genre de webinaire, et vraiment, je remercie les organisatrices, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement diversifié entre toutes nos universités que c'est intéressant de pouvoir dire à sa propre université, mais dans telle autre université, en fait, ils ont des dispositifs. Donc, si on veut pouvoir, parce que c'est ça aussi l'autonomie des universités. Donc, honnêtement, un logiciel de montage, c'est sûr qu'il y a ailleurs dans l'université des gens, ne serait-ce que pour leur propre pratique pédagogique ou de recherche. Et donc, très logiquement, il devrait y avoir la possibilité d'avoir accès. Moi, par exemple, je sais que voilà, il y a des services qui montent des vidéos dans l'université, donc ça veut dire que ça existe quelque part, donc que quelqu'un paye cet abonnement, et donc que potentiellement, il est mutualisable, où je peux avoir accès au studio, où on peut l'installer sur mon ordi, et donc après, ça c'est vrai que c'est plus ou moins, la communication au sein des établissements est plus ou moins bien faite. Voilà, moi je sais, chez moi il y a une mission d'appui à la pédagogie innovante. Bon, et si on veut faire des vidéos, si on veut faire ce genre de choses, on leur écrit et ensuite ils nous réorientent, ils nous disent il y a le studio, il y a bon bref. Mais je pense que c'est important qu'on partage aussi entre nous un peu toutes ces choses pour se dire en fait on est tout seul dans son coin, mais en réalité on peut lever des moyens divers et variés parce que là vraiment moi je suis admiratif, c'est-à-dire que vu le temps que vous y consacrez, c'est vrai, voilà, et comme vous l'avez dit tous les deux, c'est pas nos métiers, mais derrière, ça a des répercussions très importantes pour une discipline comme la nôtre, une discipline qui doit se battre au quotidien pour préserver ses postes, préserver ses heures de cours, et donc la rendre visible, évidemment, c'est essentiel, et ce que vous faites est de ce point de vue-là essentiel, quoi. Donc vraiment, encore merci, et je me tais. Non, mais juste pour rebondir ce que tu disais, moi, dans mon expérience, ça dépend vraiment des contacts qu'on arrive à avoir, un peu du hasard. On rencontre quelqu'un à la cantine, un collègue nous dit qu'il a fait ça. Et c'est vrai que parfois, vu que c'est pas obligatoire, que ça rentre pas forcément dans les fiches de poste, on peut nous dire non.
Mais par contre, si on a un bon feeling, là, on va nous aider au maximum. Et je sais qu'au début, l'idée au début, la pente, c'était vous allez aller voir quelqu'un qui va vous dire comment faire. Et moi, je voulais pas justement faire comme Terence, m'occuper de tout ça. Et je suis tombé sur quelqu'un d'autre qui m'a dit ah non, moi, pas de problème, ça me fait plaisir. Et vu qu'on s'entend super bien, il continue sans problème. Mais c'est vrai que c'est important de voir comment font les autres dans d'autres universités, tout en se disant que c'est pas sûr qu'on puisse le reproduire parce que ça dépend des gens. Oui, je pense qu'il y a une grande part de relations personnelles aussi par rapport à tout ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que voilà, on pouvait me prêter une caméra, mais j'étais, semble-t-il, le premier à vouloir filmer mon cours. J'ai demandé aussi, quand j'ai vu qu'il y avait un dispositif pour une assistance pédagogique, on m'a appris que j'étais le premier de la faculté de droit à demander une assistance pédagogique. Donc, je pense que voilà, on est aussi dans des UFR, dans des facultés où on est avec des méthodes assez classiques en fait, hein, et il y a peut-être une frilosité pour aller vers des méthodes plus innovantes. Alors, je pense que dans d'autres UFR, il y a peut-être voilà, des dispositifs qui sont plus adaptés. Je pense que les choses sont en train de changer. C'est vrai que moi, voilà, j'ai voulu faire les choses en fait. Voilà, je me suis dit, bon, je ne vais pas attendre qu'on crée un dispositif pour agir. Je me suis dit, voilà, je vais agir avec mes propres moyens, à ma petite échelle. Même si l'image, elle n'est pas formidable, même si le son, il n'est pas génial, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Voilà. Donc, ça tient aussi à mon caractère. Mais c'est vrai que voilà, si je pouvais avoir une aide à l'avenir, ce serait vraiment bien. Oui, bah, je crois que c'était toute l'idée de ce webinaire. C'était vraiment de partager ce genre de questions, mais aussi, surtout, de partager nos solutions. Et donc, c'est toujours très utile. J'ai noté de mon côté tout ce que Xavier a indiqué, et notamment ce service, la science pour la société. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais je vais aller voir. Pourquoi? Parce que bon, pour revenir au projet profil dont j'ai même pas parlé dans ce webinaire, alors qu'en réalité on avait créé avec Louis ce webinaire parce qu'on rencontrait des difficultés avec notre propre création de sites et de bases de données. En fait, je me rends compte qu'il y a un public à l'extérieur de l'université et notamment auprès des profs. Merci Xavier, je vois que tu me renseignes dans le chat et je vais aller voir ça. En fait, la base de données qu'on est en train de créer pourrait être un outil assez utile pour les profs d'histoire, hein, dans le cadre de leur cours d'HGGSP. Et que ça pourrait faire une passerelle entre une production scientifique, donc de nous dans cette démarche de recherche publique, hein, et de mise à disposition d'un contenu pour qui? Eh bien, pour les lycées et pour ce fameux cours d'HGGSP. Sauf que moi, je suis un petit peu démunie parce que je ne sais pas comment entrer, tu vois, en communication avec les profs d'histoire, comment faire? Est-ce que je vais… Alors, j'aurais un peu l'esprit Terence, c'est-à-dire, tiens, hop, je bricole avec le prof que je connais d'à côté parce que j'ai envie que ça aille, voilà, j'ai envie de le faire tout de suite, etc. Et je pense que c'est une bonne dynamique parce qu'en fait, à partir de là, après, on peut construire quelque chose d'un peu plus systématique en fait. Et c'est ce que j'imagine vous allez un petit peu expérimenter avec ce podcast. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup bricolé, vous avez en plus investi de l'argent, du temps, et pour l'instant, la reconnaissance et les moyens sont pas forcément encore là, mais ça crée quelque chose. Et en fait, le soutien institutionnel et les solutions institutionnelles vont certainement venir là maintenant, en fait. Enfin, c'est ce que j'imagine. En fait, pour rebondir sur ce que vous dites sur l'idée de passerelle avec les historiens des lettres notamment, ça c'est encore une grosse interrogation pour moi. Je ne sais pas dans quelle mesure
ils sont prêts à accéder à s'ouvrir à ça, parce qu'ils ont déjà beaucoup d'émissions, par exemple. Pour les bases de données, je sais pas, mais pour les émissions, je sais qu'ils en ont énormément, et sur les radios et sur les plateformes. Et alors, je sais que certains écoutent, mais au doigt mouillé, c'est-à-dire en me fondant sur les gens qui me demandent en ami sur LinkedIn, c'est un peu comme ça que je vois quel est le profil des gens qui écoutent. J'ai l'impression que c'est plutôt des gens qui sont soit des praticiens de chez nous, magistrats, avocats, notaires, soit des scientifiques, mais d'autres domaines. Mais c'est pas des physiciens, etc. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas à partir de ce critère-là, qu'il y ait beaucoup d'historiens des lettres qui se disent tiens, ça va aider mes étudiants en prépa, ceux qui préparent tel concours, ceux qui vont, je sais pas, alors que ça pourrait, l'émission de Terence comme la mienne, aider même ceux qui passent les IRA, les NA, j'en sais rien. Je sais même pas si c'est dans les programmes, si c'est. Je crois que sur Sciences Po, je me demande si on n'est pas référencé sur Sciences Po, mais je sais pas si c'est suivi. Mais ouais, ça c'est une grosse question, parce que ça pourrait être un gros marché à conquérir pour nous, mais je sais pas s'il y a quelque chose à. Comment faire. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais ce qui m'a beaucoup surpris, notamment lorsque je publiais mon cours d'histoire des idées politiques, c'est qu'en fait, j'avais des étudiants juristes, bien sûr, mais j'avais aussi des étudiants de plein de disciplines différentes, en philosophie, en sciences politiques, évidemment, mais aussi en histoire. Des étudiants qui m'écrivaient pour me dire que ça les aidait à préparer le CAPES ou un concours. Enfin voilà, ça me faisait très, très plaisir. Et puis là, c'est vraiment très, très frais, hein, très, très récent. Mais j'ai constaté que le podcast suscitait un intérêt chez nos collègues publicistes et privatistes, mais aussi chez des praticiens, en fait, hein, voilà, tout simplement, qui ont parfois eu des enseignements d'histoire du droit lorsqu'ils étaient en études et qui me disent je suis très content parce que grâce à des formats comme ça, je peux maintenir un lien avec cette discipline que j'appréciais. Et je vois aussi, par exemple, que le cours est vu par une diversité, parce que sur YouTube, on a accès à des statistiques qui sont assez précises, et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je vois que ce sont des vidéos qui peuvent être vues vraiment par des gens de tout âge, qui habitent en France ou au-delà. J'ai vu aussi qu'en Afrique francophone, par exemple, voilà, il y avait des vues qui étaient assez significatives. Donc c'est quand même un élargissement vers un public qui, a priori, était pour moi insoupçonné. Voilà. Parce que sur la chaîne YouTube, là, j'avais mis le lien. Il y a à la fois les podcasts pouvoir, mais tu as mis aussi tes capsules de cours, hein, c'est ça? Ils sont... En fait, voilà, j'ai maintenu la même chaîne que j'avais créée l'année dernière pour les capsules de cours, tout simplement. Je me suis dit, voilà, j'ai commencé à avoir une toute petite audience avec ces cours-là, je ne vais pas recommencer à zéro. Voilà. Non, tu as raison, ça crée un lieu, une adresse bien connue, bien identifiée. Il ne faut absolument pas modifier ça. Oui, Louise. Oui, je voulais juste rebondir sur la question de la monétisation, peut-être pour ceux qui ne seraient pas accoutumés à la question. Donc, juste pour avoir une vidéo YouTube monétisée, il y a des critères en fait à remplir. Alors, c'est 500 abonnés, et 3 vidéos publiées dans un temps de 90 jours. Mais il faut aussi cumuler éventuellement un autre critère qui est celui de 1200 heures de consultation vidéo sur un an, ou alors 3 millions de vues sur un short. Donc voilà, c'est des critères qui sont en réalité assez durs à obtenir, d'où ce qui explique en fait que la majorité des vidéos qui sont présentes sur YouTube ne sont pas monétisées. Concernant le podcast, alors on ne devient pas riche avec le podcast, c'est une grande déception, mais à préciser que, alors il existe des labels qui permettent d'avoir une force d'action, en tout cas un effet groupe qui puisse appuyer les choses, puisque c'est par la question des placements publicitaires. Et là, qui engendre aussi la question en tant qu'universitaire payé par de l'argent public, est-ce qu'on peut se permettre ou pas cette question de la monétisation? Et ça, c'est une question un petit peu vaste, évidemment. Moi, je voulais poser une petite question et après, je laisserai la parole à Madame Brancourt. Ma question, elle est sur la question, donc on a vu de la reconnaissance de ce format podcast dans votre pratique universitaire.
Est-ce que dans les retours directs de vos collègues historiens du droit, vous sentez quand même des réticences ou pas? Et ma question qui s'ajoute à cela, est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes historiens du droit, doctorants ou jeunes docteurs, de se lancer dans cette pratique, ou plutôt vous le conseilleriez plutôt à des titulaires avec une certaine expérience parce qu'il y a cet aspect chronophage? Voilà, je vous laisse répondre. Alors, sur les réticences, non, pas forcément. Soit c'est de l'indifférence, soit de l'indifférence, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, ou ça ne les intéresse pas, je sais pas. Mais réticence, non, j'ai pas forcément. Non, au contraire, non, je sais il y a des collègues qui sont vraiment ultra bienveillants, qui nous encouragent, enfin, qui m'encouragent, mais je pense que pour Terence sera pareil. Mais réticence, a priori, non. Euh, et pour alors pour faire ça, ouais, je sais pas, je pense qu'un doctorant pourrait le faire, mais le problème, c'est qu'il ouais, faut pas que ça lui prenne trop de temps, sachant que la thèse, c'est comme ça qu'il va se faire reconnaître avant tout. Euh, et puis, mais après, cela dit, l'avantage, c'est qu'il pourrait faire des choses peut-être plus drôles, plus audacieuses que nous, on serait amené à faire. À parler à un public, utiliser des médias qui, moi, m'échappent. Et d'un autre côté, c'est vrai que pour sa carrière, ça peut être un peu ouais, un frein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Paul, hein. Bon, déjà pour les réactions, moi j'ai eu des réactions très favorables, très gentilles, ou sinon c'est vrai, sinon c'est de l'indifférence en fait. Bon, je pense que voilà, s'il y a des collègues qui n'aiment pas ce que je fais, ben, c'est pas grave, hein, qui ne m'écoutent pas, c'est tout. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie, hein. Donc de toute façon, voilà, j'ai pour credo de faire ce que j'ai envie de faire, et puis ça plaît, ça ne plaît pas, voilà. Le principal, c'est que voilà, j'aille au bout de ce que je souhaite faire. Moi, c'est un exercice que je conseille vraiment à tout le monde. Je pense que voilà, ça peut être un exercice très enrichissant, y compris évidemment quand on est un jeune chercheur, mais c'est vrai que le temps requis est considérable. Voilà, il faut vraiment en avoir bien conscience. Et ça revient à la question de la reconnaissance qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que dans notre section, ce soit si valorisé que cela. Et je pense que voilà, on a quand même, pour beaucoup, enfin, il y a quand même des mentalités assez classiques, assez traditionnelles de l'enseignant-chercheur. Et donc, voilà, faire des capsules vidéo ou des podcasts, c'est pas du tout ce qui est mis en avant. Et c'est vrai que, comment dire, il y a cette image un peu de légèreté, en fait, voilà, de youtubeurs, en fait, voilà, d'influenceurs. Non, ce qui, je pense, est une mauvaise image parce qu'en fait, la radio, on l'écoute depuis des décennies et sur France Culture, on a des formats très comparables à ce que Paul et moi essayons de faire. Voilà. Donc, et sur YouTube, on trouve de tout. C'est une plateforme extrêmement, extrêmement riche, extrêmement variée. Donc, on a bien sûr des amuseurs publics, mais on a aussi des contenus qui peuvent être tout à fait sérieux. Donc, je dirais oui, mais il faut quand même faire attention. J'avoue que moi, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Mais le fait d'être titulaire et puis d'avoir quand même un peu d'expérience aussi d'un point de vue pédagogique, du point de vue de l'enseignement, du point de vue de la recherche, ça m'a beaucoup aidé. Je ne pense pas que j'aurais pu faire ça après un simple Master 2 ou en thèse, vraiment. Et je pense qu'en thèse, on est aussi préoccupé par d'autres choses. Bon, après, voilà, c'est un point de vue tout à fait personnel. Je pense que c'est à chacun de voir. Mais je me nourris vraiment pour cette activité de mon expérience pédagogique. Je disais tout à l'heure que ça me permettait d'approfondir des points que je voyais déjà en cours ou que j'avais vu déjà dans des recherches précédentes. Donc tout ça s'alimente. Et oui, pour rebondir peut-être sur ce que dit Terence, je pense c'est vrai que c'est difficile, pourtant il y aurait de la place pour plein d'autres concepts. Moi j'interviewe des jeunes docteurs, mais il y aurait peut-être effectivement sur les thèmes, sur des grands auteurs, sur interviewer des professeurs plus même émérites sur leur vie, passée, leurs œuvres. Il y a plein d'autres. Je sais que Boris Barnabé avait fait quelque chose à une époque qui s'appelait l'écho des codes. Mais je pense que, et ça rejoint ce qu'avait dit Terence à un moment donné, je crois que c'était avant qu'il devienne doyen de la faculté de Sceaux, et après en fait il a plus eu le temps, je crois. Et dès qu'on perd en régularité, en fait on perd en visibilité. Et l'autre remarque, c'est par rapport aux réactions des collègues, et plus généralement du public. J'avoue que moi, une de mes angoisses, c'est d'arriver un jour à tomber dans un scandale, en fait, dans un œil du cyclone où j'aurais dit un truc
qui déplairait à telle ou telle communauté, qui me détruirait sur les réseaux, parce que j'essaye un peu pour faire rire et pour attirer le chaland, parfois un peu de balancer des trucs au début notamment, mais pour l'instant ça va, mais j'avoue que ça me fait peur. Merci pour ce retour. En effet, c'est la question de l'exposition et c'est tout l'idée aussi de cette séance, c'est de mettre en avant les avantages, mais aussi les inconvénients et les limites qui existent autour de cette question du podcast. Madame Brancourt, je pense que tu serais notre dernière question. Je vous laisse la C'était pas parole. une question, c'était juste pour répondre peut-être à vos réponses. Paul, vous avez évoqué ce qu'il en était des historiens des lettres, puisque moi j'en suis. Et voilà, il y a, vous le savez, une excellente chaîne YouTube qui s'est installée relativement récemment pour l'École des Chartes, PSL, et c'est vrai qu'elle elle fonctionne très bien. Et je vous dirais alors à tous les deux que la difficulté dans laquelle on entre aujourd'hui, c'est que comme pour les livres, comme pour les publications, comme pour les sites, maintenant, il y a une profusion d'informations et d'informations de qualité. Et c'est ça qui est difficile parce que bien sûr, il y a des choses qui sont des plagiats, des redites, il y a des moments où on n'arrive pas à connaître quelle est la compétence, quelle est la qualification de l'auteur d'un site ou d'une chaîne ou de quelqu'un qui tient une chaîne, mais il y a une profusion qui est terrible. Alors, quant à l'exposition, oui, je suis d'accord. Alors, l'un a l'air de le redouter davantage que l'autre parce que vous en tenez davantage au cadre de vos cours d'errance. Mais il faut faire attention, effectivement, hein, c'est public, tout ce qui est public peut… Oui, non, j'ai pas rebondi, mais sur la question de l'exposition, je partage exactement la même crainte que Paul. Vous le sentez pareil. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que quand je publiais mon cours d'histoire des idées politiques, oui. Je peux vous mentir que parler de tous ces auteurs-là de manière distante, scientifique et neutre, ce qui est mon objectif, vraiment, c'est de présenter les courants mais de façon très objective, ce n'est pas simple. Et on voit que ce sont des plateformes où ça peut complètement surréagir. C'est pour ça que je disais, voilà, c'était pour moi un exercice très particulier de faire cours dans ces conditions, en sachant que ça allait être vu de manière illimitée, en fait, potentiellement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Paul. Après, il faut accepter, en fait, le jeu de l'exposition. Alors, le format podcast, déjà, est plus agréable parce qu'on ne se montre pas directement tout le temps. Voilà, et là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable, personnellement. Mais c'est un risque, c'est un risque et ça demande quand même vraiment aussi d'accepter d'avoir, entre guillemets, une image publique, je dirais. Voilà. Et c'est pas forcément facile, hein. C'est pas forcément facile, on n'est pas habitué à ça, on est dans un milieu qui est quand même assez feutré, assez discret, etc. Et puis parfois, on peut être mis dans la jungle des réseaux sociaux, des plateformes numériques, etc. C'est vrai que ça peut être violent, hein. Voilà. Et donc, c'est pas non plus facile. La raison que vous évoquez là, m'incite à dire et à vous répondre à propos des jeunes qui s'y mettraient pendant jeunes doctorants, etc. Je rejoins la réaction que j'ai vue très nette de Xavier Prévost. Vraiment non. Moi, je vous dirais qu'il ne faut pas inverser la vapeur. Il faut être dans la discrétion du travail solide, sérieux, scientifique, quitte à accumuler pour l'avenir des choses. Tant qu'on n'a pas vos qualifications et tout de même une respectabilité qui vous est donnée par vos titres, vos postes. Et voilà, ça, je pense qu'il faut faire attention. Et puis, je crois qu'il y a une question de faisabilité aussi, c'est que la forme brève, la forme courte, et Terence l'évoquait, suppose un travail en amont qui fait que le contenu, en fait, est un contenu court, mais très dense, très riche, très solide. Et donc, ça demande d'avoir pas mal de bagages, en fait, d'avoir acquis beaucoup de connaissances pour être capable de les
vulgariser, hein, ou de les faire rayonner vers un public de non-connaisseurs. Écoutez, il est 18h55. Oui, Terence, tu voulais… Oui, c'était juste pour compléter. Ce que j'ai aussi senti, c'était qu'au plus on fait court, au plus on risque d'être mal compris, d'être mal interprété et de synthétiser en simplifiant excessivement, etc. C'est pour ça que parfois j'avais un peu un sentiment de frustration, c'est-à-dire que je mettais en ligne une vidéo, mais je savais que c'était un auteur où j'aurais pu en parler 10, 15, 20 minutes de plus afin de montrer toutes les facettes, de nuancer certains points, etc. C'est pour ça que dans le podcast, ce que j'apprécie vraiment, c'est que je peux aller au fond des choses, je peux aller approfondir, et donc on est mieux compris quand même sur un format long. Oui, Merci. tu disais le format un peu moyen, c'est-à-dire les 30 minutes, 40 minutes que tu évoquais qui permettent, quand on opère quand on se trompe pas sur la fameuse capsule thématique, hein, on choisit le thème suffisamment serré pour permettre d'aller au bout des choses en 30 ou 40 minutes. En tout cas, je pense, pour conclure cette séance, qu'on a besoin d'influenceurs en histoire du droit, hein, parce que c'est une bonne idée d'être influenceur en histoire du droit. En tout cas, on va communiquer autour de ces podcasts, et puis je vous le disais, hein, les utiliser dans nos pratiques pédagogiques. Je crois que c'est un très très bon ressort pour nos cours, et une bonne manière de parler d'histoire du droit à nos étudiants. Et puis, Louise le disait d'entrée de jeu, c'est la dernière séance de notre webinaire pour 2026. Et donc, eh bien, on est à l'écoute de vos idées éventuelles. Là, tout de suite, si vous en avez qui vous viennent, mais sinon, évidemment, par mail, vous nous écrivez pour qu'on puisse composer le programme de l'année prochaine. Ce webinaire, il est au service de notre discipline, il est au service des enseignants-chercheurs qui s'intéressent à l'histoire du droit. Et donc, c'est pas nous qui tenons les rênes, hein, on essaye d'animer cette plateforme qui se veut et qui se souhaiterait collaborative au maximum. Donc on a déjà des idées avec Louise, et on a collecté un certain nombre de pistes, hein. On a entendu parler de bases de données, de recherche, de projets un peu innovants. Donc on a quelques… Je les ai pas sous les yeux, Louise. Je ne sais pas si tu les as, mais… On en a beaucoup. De toute façon, il faut qu'on voit aussi avec les intervenants s'ils sont d'accord. On a un collègue de Strasbourg, de mémoire, qui nous a déjà écrit pour envisager une intervention. Donc, voilà, pour vous donner juste un ordre de temporalité, on envisage la création du programme entre septembre et décembre. Donc, vous avez jusqu'à ce temps-là pour éventuellement nous solliciter si vous avez connaissance de projets qui pourraient se prêter à ce format. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que l'idée, c'est qu'on puisse proposer le programme avant les vacances de Noël, en fait, parce que les premières séances sont souvent en janvier. Voilà, on fait de janvier à juin, toujours un webinaire par mois, et on va rester sur ce rythme d'ici novembre. Des idées, des projets, n'hésitez pas à nous faire des propositions. Je vous remercie, Paul et Terence. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir, et de manière plus générale, tous ceux qui se connectent régulièrement et qui font vivre ce webinaire. On a 2 vidéos à mettre en ligne. La vidéo de la dernière séance et celle-ci. Ce sera fait, bien sûr, avant les congés d'été, et je le dis d'autant plus facilement que ça n'est pas moi qui vais le faire, mais Louise. Hein, Louise, c'est sur toi que repose le fameux le montage, toute cette histoire-là. Et donc, merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. À très bientôt.